En direct de Montréal, voici Mon Carnet, avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 27 février 2026. Cette semaine, on parle de souveraineté numérique, d'initiatives sociales d'ici, de gouvernance de l'intelligence artificielle, d'innovation en aéronautique, de podcast et de notre rapport collectif à l'accélération technologique. Comme chaque semaine, on va commencer avec un détour à Paris pour retrouver Jérôme Colombin et faire le point sur l'actualité technologique. On va s'intéresser au réseau social Club qui célèbre sa première année d'existence. On va prendre des nouvelles du réseau Sociable, anciennement connu sous l'appellation de la Nouvelle Place, qui est toujours en développement. On parlera également de la nouvelle brigade IA Québec lancée par le Conseil de l'innovation du Québec avec l'une des 95 membres de la première cohorte. Émilie Delvoye de Prompt viendra nous présenter des innovateurs de chez nous. Stéphane Berthomé, lui, nous présentera le Podcaston. Stéphane Ricoul nous servira une réflexion sur le dernier rempart de la volonté. Et Jean-François Poulain nous amènera au HEC Montréal. Voilà le programme de cette semaine, mais avant de commencer, vous me permettez de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Robert Boileau, Joanne Poulain, Étienne Antelmi, Gisèle Gary et Diane Dufaux. Merci à vous 5 et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin pour parler d'actualité technologique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin à Paris. Dis-moi Bruno, où es-tu cette semaine? Je crois que tu es très très loin de chez moi et aussi même de chez toi. Oh, tu sais, au Québec, tout est prêt. Ah, je suis à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est quelque part entre Québec et la péninsule gaspésienne. Alors, d'accord. C'est un beau coin. On est sur. Je suis ici pour donner une conférence. J'ai rencontré des gens d'affaires du coin, mais on est sur le fleuve. C'est la mer rendue ici. Waouh, c'est magnifique. Je regarde sur la carte. Tu es presque au bord de l'océan Atlantique. Écoute, si j'envoie la main, peut-être que je peux voir les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon. De Saint-Pierre-et-Miquelon? J'exagère. Écoute, ça fait rêver. Bon, ouais. Bon, Bruno, actualité un peu chaude et un peu tragique même chez toi cette semaine. On se souvient de cette tuerie qui avait eu lieu au Canada. C'était où? En Colombie-Britannique, c'est ça? Colombie-Britannique, oui, exactement. Ouais. 8 morts, je crois. Et oui, puis douzaine, 25 blessés. Voilà. Et ça s'est fait, donc c'est ça, puis c'est autour du 10 février. Et déjà... Alors, quel rapport avec la tech? C'est un rapport avec l'IA, en fait. Hein? Ben, exactement. Et c'était assez douloureux. Moi, j'étais content de ne pas en avoir parlé, mais là, cette histoire-là vient de ressortir. C'est le Wall Street Journal qui a sorti vendredi dernier cette histoire que les gens de OpenAI, donc qui gèrent ChatGPT, ont eu vent en juin dernier, donc ça commence à faire plusieurs mois là, d'échanges entre celle qui a commis la tuerie, entre elle parce que c'était une jeune fille de 18 ans. Hein. Exactement, oui. Et donc, entre elle et ChatGPT, et donc des discussions assez écorcées sur son plan, ce qu'elle voulait faire, et puis elle discutait avec l'IA pour valider certains scénarios. Et donc, ça a été assez critique à un point tel que le système automatique qui est piloté par IA de OpenAI a marqué cette conversation-là, l'a tout de suite identifié et envoyé aux gens qui s'occupent de la sécurque. Oui, parce que maintenant, il y a une détection automatique dans ChatGPT qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui, et donc cette conversation, cet échange-là a été porté à l'attention des gens de OpenAI. Et puis, écoute, ils ont été une douzaine d'employés d'OpenAI à discuter de cette histoire-là pour finalement décider de ne pas aviser les corps policiers canadiens de cette
en tout cas, de cette opération-là ou discussion d'opération-là. Ouais. Et bien évidemment, là, la question, c'était de savoir est-ce qu'ils auraient dû ou à partir de quel moment on le fait. Mais là, suite à la divulgation de cette information-là vendredi dernier dans le Wall Street Journal, là, il y a le grand ministre de l'IA, Evan Solomon, le ministre canadien, qui a dit non, mais ça n'a pas de bon sens. Alors, il a convoqué à Ottawa les responsables de OpenAI pour avoir le fin fond de l'affaire et lui dire qu'ils n'étaient pas du tout impressionnés par la façon qu'ils avaient piloté ce dossier-là, parce qu'ils se disaient, écoutez, vous déteniez de l'information qui aurait pu sauver la vie à des Canadiens. Wow. Et vous auriez dû la communiquer. Alors, ils sont repartis évidemment un peu la queue entre les jambes, mais de l'autre côté, on sent que le gouvernement canadien n'est pas vraiment content. Mais ça ramène l'histoire de la cybersécurité et de la veille par rapport à ce type d'utilisation de l'IA et des réseaux sociaux. À partir de quel moment on communique avec les corps policiers? Oui, bien sûr. Mais en plus, c'est quelque chose qui risque de se reproduire, malheureusement. Et c'est toute la question de la responsabilité, de ces plateformes en fait. Hein. Ouais. Ok, bon bah écoute, mais on ne sait pas pour l'instant, il n'y a pas de suite particulière, il n'y a pas de. Ben non, mais ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est que la journée de l'attentat, il y avait des gens qui avaient partagé sur les réseaux sociaux des captures d'écran de Roblox où la demoiselle avait été créé un centre commercial virtuel où elle tirait sur des gens. Évidemment, ça a été, aussitôt que Roblox a vu ça, ils ont retiré ça, mais ça avait été peu partagé à l'époque, mais il y a quand même des captures d'écran qui circulaient sur les réseaux sociaux. Alors, c'est de voir, hein, mais puis pour les enquêteurs, bien évidemment, d'avoir accès à tout ça, ça leur donne une meilleure idée du profil de la tueuse. Mais malheureusement, un peu tard, quoi. Ben, exactement. Ouais. Malheureusement, un peu tard, ouais, tout à fait. Bon, donc, affaire à suivre. Oui, mais chez vous, ça bouge quand même. Hein? Puis on reste dans le domaine de l'IA. Je pense à votre fleuron Mistral qui est dans la tourmente. Le vent s'est levé. Ouais. Effectivement, Mistral qui est accusé d'avoir joué les mauvais garçons. C'est une enquête de Mediapart en fait qui a révélé que ils avaient en fait fait comme tout le monde, comme les autres, comme les Américains. Ils auraient entraîné leur modèle d'IA avec des contenus protégés par le droit d'auteur, des livres, des chansons, des articles de presse, etc., etc. Par exemple, paraît qu'on a pu retrouver en interrogeant le chat, le chatbot, des passages entiers d'Harry Potter ou du Petit Prince, etc. Et donc, ils sont accusés d'avoir un peu transgressé l'AI Act, puis la réglementation sur même les droits d'auteur français. Les droits d'auteur, etc. Alors, c'est vrai que ça fait un peu désordre parce que Mistral, c'était un peu... Alors déjà, c'est le fleuron français, donc on n'a pas envie de le voir faire des trucs qui se sont pratiqués aux États-Unis. Il faut bien dire que ça s'est pratiqué, ça, aux États-Unis. On s'entend, tout le monde le fait. Ils se défendent, hein, ils disent que non, etc. Eux, ils sont pas d'accord. Honnêtement, franchement, le problème, c'est que tout le monde l'a fait, ChatGPT l'a fait, etc. Mais c'est vrai que la réglementation n'est pas exactement la même. Aux États-Unis, il y a un système. Il y a le système de comment s'appelle cette disposition légale. Le fair use. Le fair use, exactement, qui autorise en fait à dans le cadre d'une utilisation d'intérêt général, etc., à pomper un peu ce type d'informations. En France, c'est pas la même chose. Non. Ça fonctionne pas pareil. Donc déjà, on peut pas tout à fait comparer les choses. Mais après, honnêtement, si on va au bout des trucs, moi, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire cette semaine sur le plateau de Tech & Co sur BFM Business. C'est mon petit côté hacker qui ressurgit en me disant que, écoute, si les entreprises d'IA n'avaient pas fait ça, on n'aurait pas les chatbots et les modèles d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. Donc, ils ont tous fait ça. Ils ont ce qu'on appelle scraper des contenus. Donc, ils attrapent des contenus et puis advienne que pourra après. Eux, ça leur permet d'entraîner leur modèle et ils se posent pas trop la question. Alors, c'est vrai aussi qu'aux États-Unis, ça peut se comprendre parce qu'on est beaucoup plus dans une logique de on tire d'abord et on discute après. Ouais. Hein, et on règle ça en justice. Mais en France, ça marche pas de la même manière.
Et ça va se refaire encore plus souvent aux États-Unis parce qu'avec le président qu'ils ont présentement, tu te souviendras, il avait fait une déclaration en disant, ben écoutez, si c'est pour le bien de tout le monde, pourquoi empêcher une IA comme ça d'avoir accès à un livre, à le lire à notre place, puis après d'être capable de nous parler de ce livre-là. Et donc, il avait vraiment ouvert le canal pour les éditeurs d'IA en disant, ben allez prendre ce que vous voulez, vous ne serez pas embêtés avec ça. Bah, c'est un vieux combat qui avait aux États-Unis, oui, mais qui avait commencé avec Google Books. Moi, je me souviens quand Google a commencé à numériser tous les bouquins, les éditeurs, les ayants droit étaient fous. Ils avaient raison. En tête. Ouais. Et là, mais je pense que c'est pas pareil parce que en fait, bon après, tout dépend comment on voit les choses, mais Google Books par exemple, c'était vraiment mettre à disposition des contenus qui par ailleurs étaient commercialisés. Donc c'est un peu toujours sur le commerce, en bonne et due forme. Là, entraîner des modèles, c'est à mon sens, c'est pas la même chose parce que on a mis au point des nouvelles technologies. Et alors, quand je dis un côté hacker, ça veut dire que je suis pas un pirate et je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et violer la loi, c'est pas ça. Mais quelquefois, pour faire avancer la technologie et tout ce qui a fait avancer la technologie dans l'histoire, c'était en poussant un peu les meubles et en mordant la ligne jaune, on va dire. Après, je veux dire, si on se fait rattraper par la patrouille, il faut en payer le prix. Et si y a des droits à payer à des ayants droit, allons-y. Mais si c'était le prix à payer pour qu'on ait une IA bien entraînée, digne de ce nom, écoute, ils avaient raison de le faire. Ouais. Mais le problème, c'est que ça se passe en France, pays de la loi, de la règle et du règlement. En effet. Ouais, mais il faut pas que ces lois et ces règlements, encore une fois, empêchent les entreprises trop d'innover. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il s'agit pas de piller, c'est pas open bar. Mais quelquefois, sur des technologies très en pointe, quand il y a une forte concurrence, quand on mord un petit peu sur le truc. Et pour le bien commun. Et pour le bien commun. Et voilà, exactement. Alors, c'est amusant parce que la même semaine, aux États-Unis, il y avait un petit peu une affaire dans le même genre, enfin, entre les États-Unis et la Chine. Je sais pas si tu as vu, c'est Anthropic qui accuse DeepSeek, le modèle chinois, de l'avoir pillé. Alors, pas pareil, hein, mais d'avoir fait ce qu'on appelle de la distillation. Donc, le fameux DeepSeek chinois qui est super fort, soi-disant, et qui aurait été entraîné en coûtant moins cher, avec des machines moins puissantes, etc. Ce qui a donné des sueurs froides, on se rappelle, à OpenAI quand il est sorti l'année dernière, sur DeepSeek. Mais on avait déjà évoqué le fait que c'était de la distillation, parce qu'en fait, là aussi, c'est une pratique qui est assez courante. Mais là, on a l'impression qu'ils ont vraiment retrouvé les traces, hein, parce qu'ils parlaient de millions d'opérations. Là. Ouais. Ça a été fait sur un gros volume. Mais c'était industriel. Ils avaient ouvert 24 000 comptes qui se connectaient sur Claude, qui posaient des questions, qui ramassaient les réponses et qui permettaient d'entraîner DeepSeek. Ah non, c'est faux. C'est de la distillation. Mais bon, le même Anthropic qui lui-même est accusé aussi d'avoir d'avoir copié et pillé des contenus. Donc en fait, tout le monde accuse tout le monde en ce moment. C'était la grande semaine des accusations croisées. Et qui en sort gagnant? Les cabinets d'avocats. Certainement. Essentiellement. En tout cas aux États-Unis. En France, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra s'il y a des suites pour l'affaire de Mistral. Ouais, ça, c'est pour Mistral. Mais écoute, faut que tu m'expliques quelque chose. Oui. Une semaine, tu as un invité, puis la semaine d'après, il est partout. Le patron là, de VLC, c'est fou, là. Jean-Baptiste Kempf. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Ouais, Jean-Baptiste Kempf, c'est le co-créateur de VLC, donc le logiciel de vidéo. Effectivement, je l'ai reçu dans la nouvelle série d'interviews que j'ai lancée sur Monde Numérique qui s'appelle Innovateur. Et une semaine après, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est un hasard. Je le sais pas, moi. Si. Il a piqué une colère. Et sa colère, c'est sur LinkedIn. Il a fait un immense post parce que, alors l'affaire est un petit peu compliquée. Elle le concerne indirectement. Mais enfin, en gros, il menaçait. Il a fait un grand post sur LinkedIn pour dire qu'il allait quitter la France parce qu'il en avait marre. On réservait la technologie était maltraitée et il n'y avait pas que la technologie. En fait, l'affaire concerne sa femme qui n'est pas dans la tech, qui devait passer qui a raté ses examens de juge.
Mais c'est même pas qu'elle les a ratés. Enfin, c'est une histoire abracadabrante. Elle a passé le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, qui est donc pour devenir juge. C'est un concours très difficile. Et elle a été recalée, mais pour des raisons administratives, en fait. Elle a reçu un papier lui disant « Mais vous n'avez pas le droit de le passer, le concours. » Parce que il y a plein de voies d'accès à l'ENM, et elle suivait l'une de ces voies. Et cette voie-là, tout d'un coup, a été déclarée non valide, etc. Donc, c'était première aberration. On lui interdit de passer un concours qu'elle avait déjà passé. Donc, en fait, elle avait été autorisée à le passer. Et donc, elle était coincée. Et là, ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est notamment la personnalité de Jean-Baptiste Kempf, parce qu'il est un peu connu quand même en France. Et puis surtout, il mettait en cause très directement le ministre de la Justice. La garde des Sceaux. Darmanin, et qui lui a répondu. Et donc, j'avais pas vu ce bout-là. Gérald Darmanin a répondu à Jean-Baptiste Kempf, donc un échange de mots doux entre lui et le ministre. Et finalement, eh bien, l'affaire semble s'être réglée parce que en haut du post sur LinkedIn, on peut lire maintenant que le garde des Sceaux a pris contact directement et qu'ils vont régler le problème. Voilà. Et on saura la conclusion si elle devient juge. Si elle devient juge, absolument. Ouais. Mais quelle histoire. Et tout ça parce qu'il t'a accordé une entrevue. Ouais, je ne sais pas s'il y a un grand rapport. Non, parce que... moi, je suis persuadé. Ouais, tu crois? Bon, ouais. Pas sûr. Non, mais écoute, on le voit chez vous, après on le voit chez François Sorel, on le voit sur LinkedIn, on voit le ministre Non, mais la ligne est claire, ça a commencé chez vous. Il faut aller l'écouter, en tout cas, c'est vachement intéressant, son regard sur l'innovation et puis toute l'aventure de VLC, c'est passionnant. Dis-moi, allez. Puis on le rappelle, c'est à l'intérieur d'une nouvelle série d'entrevues que tu fais avec les créateurs français. C'est vraiment chouette, c'est... écoute, c'est gentil. Merci Bruno, en audio et en vidéo. Sinon, est-ce que tu as vu qu'on va peut-être avoir un MacBook avec écran tactile? Et finalement, ils ont vu que ça existait, puis ils ont le goût d'en faire un. Ça te laisse sans voix, hein? Non, mais sérieusement. Au nombre d'ordinateurs PC qui roulent avec Windows, qui ont des écrans tactiles, c'est le temps que ça arrive, ça, non? C'est dingo. Alors, c'est toujours la même source. C'est, comment s'appelle-t-il, ce journaliste de Bloomberg. Bloomberg, ouais. Voilà, exactement. Donc, c'est Bloomberg, mais qui parle de ça depuis 2023, l'histoire de l'écran tactile. Donc, ça date pas d'hier. C'est comme Apple Car, ça. Mais on se rappelle qu'en effet, Steve Jobs ne voulait pas d'écran tactile sur le Mac. Exactement. Il expliquait que c'était nul et que de toute façon, ce qui était tactile, c'était l'iPad. Mais c'était à l'époque où il nous expliquait aussi que l'iPad, c'était l'ordinateur de demain. Bon, c'est resté la tablette d'avant-hier, l'iPad, c'est pas devenu l'ordinateur de demain. Et là, on est aujourd'hui, on utilise toujours autant les ordis, donc les MacBooks. Ouais. Alors apparemment, mais franchement, il y a rien de sûr parce que encore une fois, cette rumeur court depuis très longtemps. Il se pourrait que cette année, avant la fin de l'année, ils sortent un MacBook avec un écran tactile. Alors bon, apparemment, ils vont en faire... ce sera pas comme tout le monde, tu comprends, parce que c'est Apple. Donc en fait, ça veut dire que quand tu mettras le doigt sur l'écran, eh bien, ça offrira toute une palette de fonctions, voilà, des interactions un peu spéciales et tout. Pour faire un peu différent. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te... moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. C'est pour ou contre, parce que, ce truc-là, c'est que c'est comme le conflit au Proche-Orient, quoi. T'as les pour et les contre. Enfin, non, mais sérieux. Non, moi, je fais pas de comparaison entre les deux, mais sérieux, qui peut être contre avoir un écran tactile? Si, il y a des intégristes de la marque à la pomme qui pensent que c'est absurde parce que ça salit l'écran si on met les doigts dessus, etc. Arrête. Ils ont qu'à avoir les mains propres. Franchement, je suis pour. Je pense que ça manque énormément sur les MacBooks. Oui. Et personnellement, moi, je l'ai constaté dans une situation bien particulière. Tu sais, moi, j'ai un MacBook, et quand tu montres quelque chose sur ton écran d'ordinateur à quelqu'un qui est à côté, surtout si c'est un utilisateur de Mac, il va avoir le réflexe de vouloir faire défiler l'écran. Et évidemment, ça marche pas. Donc, alors, c'est pas le genre de truc que tu utilises tout le temps, mais dans certaines circonstances, je pense que c'est pas idiot, effectivement, un écran tactile. Moi, j'ai les deux. J'ai un Mac et un PC. Air.
Oui, puis j'ai un laptop PC là, avec le dernier Windows et dans la tranche des copilotes. Et puis, lui, il est tactile. Et j'y pense de temps en temps, ça me revient en tête et je l'utilise. Et je trouve ça pratique, justement, quand tu veux bouger des choses, plutôt que de commencer à chercher la souris quand tu es en mode petit ordinateur. Là. Donc, c'est plutôt pour... Hein? Oui, tout à fait. Tu trouves que c'est une bonne idée, alors. Voilà. Donc, nous, on vote oui. Alors oui, de toute façon, l'écran va se salir. De toute façon, il se salit, l'écran. Ah ouais. Donc, si c'est que pour ça... Ouais, si c'est que pour ça, parce que quand tu manges ta tartine pleine de confiture aussi, il se salit. Hein. Ouais, puis comme elle tombe toujours sur le mauvais côté sur ton clavier. Exactement. Voilà. Mais Jérôme, de quoi tu vas parler dans Monde Numérique? Alors cette semaine dans Monde Numérique, je parle de logiciels français. Tu sais que c'est toujours cette thématique de la souveraineté numérique et de la dépendance aux solutions américaines. Eh bien, en fait, c'est Christopher Simonelli de la société Orso Media, qui n'est pas une entreprise de logiciels, qui est une agence de podcast, mais Christopher, que je connais longtemps, est un geek, et il a décidé de lancer un site et une newsletter pour référencer toutes les alternatives françaises et européennes aux logiciels américains. Donc, en fait, il y a énormément de solutions logicielles souveraines, donc, françaises, européennes, souvent hyper bien faites, mais qui ne sont pas connues et qui pourtant sont accessibles, etc. Et donc, il veut les faire connaître. Et donc, on passe en revue on jette un coup d'œil sur toutes ces solutions françaises alternatives aux grands outils américains. Et puis sinon, genre de truc qui va faire plaisir à un fonctionnaire quelque part de la fonction publique française, parce que c'est autant de cibles possible. Ouais, mais pas seulement, également les entreprises privées, notamment les petites entreprises privées qui peuvent... Non, mais moi, j'avais plutôt en tête la compétitivité du gouvernement français envers vos entreprises. Sûr. Là, maintenant, on va savoir où tirer, En tant qu'éditeur de solutions, tu veux dire. Oui, bien sûr. Oui, parce que voilà, c'est des sociétés des produits qui sont faits par des éditeurs français, pas que français. Hein. Il y a des Suisses, il y a des Allemands, il y a des Suédois, etc., etc. Et puis sinon, je parle un peu d'IA, bien sûr. Hein. Je parle d'IA et je parle de World Models, avec une société qui s'appelle Présage et qui fait des World Models. Alors, le système est un peu technico-technique, c'est du World Model pour le cloud, mais c'est surtout l'occasion d'aborder ce concept de World Model. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut se développer en France? Est-ce que ce sera la French Touch de l'IA, les World Models dans les années à venir? Voilà, on parle de tout ça. Et tu veux pas nous dire ce que c'est un World Model? Et non, faut écouter. Je te dirai pas ce que c'est. Okay. Un World Model, c'est un peu comme c'est le pendant des LLM. C'est des modèles d'intelligence artificielle, mais qui sont censés avoir une vision beaucoup plus globale du monde, sachant que les LLM travaillent uniquement sur du texte. Ils apprennent le monde, hein, comme Mistral qui pille Harry Potter, uniquement en lisant des textes. Les World Models, ils peuvent avoir une représentation du monde à travers les lois de la physique, les lois les règles de chimie, etc. Et donc une vision plus qui est censée ressembler un peu plus à notre perception du monde, et c'est le modèle que défend Yann Lequin. Merci. C'est justement là où j'allais t'amener. Donc, il y a un lien entre les deux, là. Oui, tout à fait. Et de là, l'importance d'écouter ton entrevue pour avoir l'air intelligent la prochaine fois qu'Yann Lequin va parler. C'est ça. Exactement. Wow, quel service public que tu fais. Merci beaucoup. Bruno, je te souhaite une bonne fin de séjour à Truniukyu. Comment ça s'appelle? Rimouski. Bon. Désolé pour les habitants de Rimouski qui nous écoutent. Non, mais désolé pour les habitants de Tuyuktu. Tuyuktu, qui est pas très loin d'ailleurs de Rimouski. Non, c'est pas tellement loin. En traîneau à chien, on y arrive. Non, j'espère qu'ils me pardonneront, c'est pour plaisanter. Ouais. Non, mais... Et on se retrouve avant la semaine prochaine, on se retrouve ce dimanche dans le grand débrief avec François Sorel. Hein, super grand débrief, parce qu'on l'a déjà enregistré en fait, et je viens de le réécouter, il est top. Vous avez été excellent, contrairement à d'habitude. C'est parce que cette fois-ci, il y avait des bonnes questions. Donc ça vaut le coup, voilà. Ouais. Mais sinon, on se retrouve, mais quand on va se parler, toi, tu vas avoir passé un petit bout de temps en Espagne. Oui, à Barcelone pour le Mobile World Congress la semaine prochaine. Donc si tu veux, je te ferai un compte rendu complet de ce que j'aurais vu sur place.
Ouais, mais attends pas pour manger le jambon, parce qu'il sera plus tellement frais. Ah ça, Allez. Impossible d'aller à Barcelone sans manger du jambon ibérique. C'est une telle merveille. Tu sais que c'est très méchant pour les gens qui nous écoutent et qui ont faim. Eh bien, écoute, il faut Et manger. ils s'imaginent le jambon là, qui est là, prêt à être dégusté. Là. Aïe, 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 OK. Ouais, arrête, même moi, ça me donne faim. Hey, Jérôme, merci d'avoir été là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et merci à vous de nous écouter et de nous suivre en vidéo désormais systématiquement sur YouTube. De plus en plus. Des deux côtés. Ouais. Ciao, ciao. Allez, bye. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. Le réseau social Club célèbre sa première année en ligne et pour l'occasion présente des nouveautés et une grande campagne de sociofinancement. Pour prendre de leurs nouvelles, on va aller rejoindre immédiatement Philippe Larose-Cadieux. C'est le PDG du réseau social et cofondateur de celui-ci. Bonjour Philippe Larose-Cadieux. Bonjour Bruno. Philippe, 1 an après le lancement de Club, comment ça va? Ça va très bien. On a eu énormément de choses à mettre en place là, depuis qu'on a lancé l'année passée. Mais on a vraiment le vent dans les voiles, puis on arrive à un moment décisif là, aujourd'hui. Ouais. C'est un gros pari, ça. Hein? C'est pas facile, honnêtement, mais c'est un gros projet. Mais c'est un projet qui est tellement important. Puis c'est pour ça, dans le fond, qu'on a pris vraiment les 12 derniers mois là, pour vraiment mettre les bases là, pour qu'on puisse non seulement avoir un projet qui vit aujourd'hui, mais qui va vivre pendant les prochaines années. Là, donc, pérenniser le projet, là, ça prend toute une architecture, une équipe, une infrastructure qui va venir supporter, dans le fond, un réseau social québécois comme Club. Avant de regarder en avant, je veux juste regarder avec vous en arrière. Qu'est-ce que vous avez appris des 12 derniers mois? On a appris, c'est une bonne question, on a appris beaucoup de choses. Surtout, en termes de réseaux sociaux, c'est vraiment l'œuf ou la poule. Hein. Est-ce qu'on va chercher du contenu? Est-ce qu'on va chercher des gens? S'il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de personnes qui vont faire du contenu. Donc, on s'est vraiment posé la question à savoir comment est-ce qu'on va faire pour amener les gens. Et on a vraiment décidé de se centrer sur l'accès à l'information locale parce que c'est ça qui était le besoin le plus criant et de se tourner vers les médias qui sont dans le fond nos partenaires pour qu'ils puissent alimenter la plateforme en contenu. Là, c'est ça qui fonctionne le mieux en ce moment. Aussi, ce qui est important, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est le lancement d'une application mobile. Ça, c'était pas là au départ. Non, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, un gros travail de l'équipe. Là. Les gens, quand l'application n'existe pas sur le App Store ou le Play Store, pour eux, la plupart des gens, ça n'existe pas tout simplement. Si c'est pas sur le téléphone, ça n'existe pas. Exactement. Donc, on a vraiment mis beaucoup d'efforts pour déployer ces applications mobiles-là qui vont nous donner la possibilité de développer d'autres fonctionnalités. Là. Mais ça, c'était vraiment important. Là, et on a lancé ça tout récemment, là, disponible sur le App Store et le Play Store, là, qui est vraiment un tournant là, pour Club. Avez-vous l'impression que vous allez avoir un autre type de clientèle qui va arriver avec maintenant la disponibilité des applications? Un autre type de clientèle, c'est sûr que nous, notre clientèle est tellement variée. Là. On vise évidemment d'avoir autant des individus que des organisations, des entreprises, des PME, tout ça sur la plateforme. Est-ce que ça va changer? L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, étant donné c'est beaucoup les médias qui envoient les gens chez nous. Le type d'audience qu'on retrouve beaucoup sur Club, ce sont des gens qui écoutent les nouvelles, qui écoutent la radio, qui lisent les journalistes. Donc ça, je pense que ça va demeurer pour l'instant parce que notre stratégie pour commercialiser Club gravite beaucoup autour des médias. Mais on travaille sur d'autres projets aussi pour aller chercher une audience plus jeune, par exemple. Là. Mais ça sera dans un deuxième temps. Dernière chose du point de vue technologique aussi à souligner, c'est que vous avez fait un choix stratégique. Vous avez migré votre plateforme sur des serveurs québécois. Évidemment, la question, c'est pourquoi? J'imagine qu'il y a une raison importante derrière ça. Bien, nous, on met beaucoup l'emphase sur la souveraineté numérique. Donc, fallait vraiment, on pourrait dire, migrer nos serveurs pour respecter nos valeurs d'entreprise et on le fait par choix aussi. Là. Donc, on a migré l'entièreté de Club sur un serveur ici à Montréal avec notre partenaire Fidios qui est vraiment spécialisé dans le type de produits qu'on offre avec Club. Donc, on est ici avec nos partenaires qui viennent grandir l'équipe aussi, là, qui agissent à titre de support à notre équipe interne de Club. Mais on est maintenant, depuis l'automne dernier, là, sur un serveur québécois basé à Montréal. Est-ce que concrètement, ça change quelque chose pour l'utilisateur, que vos serveurs soient sur un territoire québécois, puis aussi que leur contenu qu'ils génèrent soit sur un territoire québécois? Bien, c'est sûr qu'en étant sur un serveur ici hébergé au Québec,
tout ce qui est souveraineté numérique, donc souveraineté des données. Les données sont hébergées ici, donc nous, on a accès, dans le fond, il n'y a pas d'entité étrangère qui a accès à nos données, que ce soit des entreprises américaines ou autres. Donc, on n'est pas soumis à des lois, par exemple, qu'on voit aux États-Unis, comme le Cloud Act, où le gouvernement américain peut avoir accès aux données sur des serveurs de compagnies américaines partout dans le monde. Donc, nous, on est vraiment isolés de ça. Donc, au niveau de la sécurité et de l'accès aux données, on offre un meilleur produit parce qu'on est capable d'avoir le contrôle sur les données. Et en termes techniques, là, c'est sûr que étant donné que le serveur est à Montréal, on peut dire qu'on est un peu plus rapide parce qu'on n'a pas besoin d'aller soit en Californie ou à New York pour aller chercher les données, là. Donc, le gain est marginal, mais il y a un petit gain de performance à ce niveau. La latence est bonne. Elle est plus faible. On sort de l'aspect technologique et je me souviens, il y a un an, quand on s'était parlé, je vous avais demandé s'il allait avoir la publicité. La dernière année, j'en ai pas vu passer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce domaine-là? Est-ce que votre politique change? Est-ce que vous allez introduire la publicité? Ben nous, depuis le début, là, on a toujours été très, comment dire, rigide là-dessus, là. On ne veut pas concurrencer le modèle d'affaires des médias. Donc, par exemple, si on pense à des plateformes, la majorité des médias sociaux, leur modèle de financement, c'est la publicité. Mais en ce moment, ce qui se passe, on a vu avec la loi C-18 et tout ça, il n'y a plus de médias sur Facebook parce qu'il est rentré en compétition avec le modèle de revenus directement des éditeurs. Donc, nous, on continue de penser que la publicité, ce n'est pas la voie, dans le fond, pour venir financer la plateforme. Nous, on opte beaucoup plus pour donner des outils pour des organisations, pour des PME, pour les aider dans leur communication, pour qu'ils puissent diffuser de l'information plus facilement. Donc, c'est ces abonnements-là, dans le fond, qui viennent financer la plateforme, là. Mais il n'y a pas de projet d'intégrer de publicité sur la plateforme, là, même à long terme. Allons-y donc, vous parlez d'organisations de médias qui pourraient profiter de votre plateforme par des abonnements. Qu'est-ce que c'est exactement cette formule-là? Bien, la formule qu'on offre en ce moment, ça s'appelle Club Pro. C'est un outil qui permet de publier sur plusieurs réseaux sociaux simultanément. Nous, on croit que c'est pas réaliste de demander à des organisations qui ont déjà une présence sur des réseaux sociaux traditionnels de complètement fermer leur compte du jour au lendemain pour aller sur Club. Donc, nous, en leur donnant un outil qui leur permet de publier sur plusieurs plateformes en même temps et de planifier du contenu, bien, ça leur permet d'intégrer Club dans les canaux qu'ils gèrent. Donc, tranquillement, pas vite, on leur permet d'opérer une transition et ça leur permet d'améliorer leur processus là, en ayant un outil qui leur permet de planifier du contenu, de centraliser leurs médias dans un seul outil, de travailler avec leur équipe, tout ça, là. Donc, c'est un abonnement mensuel ou annuel qui s'adresse vraiment aux professionnels en communication pour qu'ils puissent intégrer Club dans leur mix promotionnel. Et là, si on se parle cette semaine, c'est parce que vous avez fait une grosse annonce, c'est-à-dire que vous lancez 17 campagnes de sociofinancement pour financer 17 chaînes régionales. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est, ces chaînes régionales-là? Puis ensuite, j'aimerais ça vous entendre parler de ces campagnes-là de sociofinancement. Alors les chaînes d'abord, qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Je mentionnais tantôt là, qu'on avait nos applications mobiles qui étaient maintenant disponibles dans les différents les boutiques. Stores. Exact. Ça nous permet d'ajouter des nouvelles fonctionnalités comme les chaînes, par exemple. Donc, une chaîne, c'est un fil d'actualité qui est dédié soit à une région, dans le cas des chaînes régionales, ou même une thématique. Donc, aujourd'hui, on lance aussi la chaîne culture. Donc, c'est un fil d'actualité qui est dédié à la culture pour que les gens qui s'intéressent à la culture sachent qu'est-ce qui se passe, dans le fond, au Québec. Donc, les médias peuvent y publier du contenu et aussi les organisations qui sont des abonnés pro peuvent publier du contenu. Donc, on s'adresse vraiment aux professionnels en communication, là, des journalistes, des gens en communication au sein des entreprises, pour que monsieur, madame, tout le monde, les utilisateurs puissent aller consulter puis se renseigner par rapport à ce qui se passe chez eux. Donc, en termes de chaîne, si on regarde la chaîne Montérégie, par exemple, bien, les gens en Montérégie, les Montérégiens, bien, ils peuvent aller consulter la chaîne pour voir qu'est-ce qui se passe chez eux. Donc, ils peuvent la suivre, puis après, ils peuvent aller suivre indépendamment les différents comptes pour pouvoir aller s'informer, savoir qu'est-ce qui se passe dans leur localité. Donc, il y aura des chaînes régionales et il y aura des chaînes thématiques. Exactement, pour l'instant. Okay. Et éventuellement, il y aura même des chaînes, on pourrait dire locales, qui sont vraiment municipales pour du micro au niveau des villes. Mais là, pour l'instant, on commence avec les chaînes un peu plus macro, donc au niveau des thématiques, culture, éventuellement, il va y avoir sport. On travaille avec un partenaire pour lancer la chaîne mode qui va s'adresser à la mode du Québec. Et les 17 campagnes de sociofinancement avec la ruche, c'est vraiment pour venir financer les 17 régions du Québec.
en partant du nord du Québec jusqu'à Gaspésie, la Madeleine, Montréal, Laval, Montérégie, Estrie et tous les autres. Bon, ben justement, vous en parlez des campagnes de financement par le biais de la ruche. Qui vous approchez, qui vous souhaitez qui pourrait venir contribuer au développement de clubs dans ces différentes chaînes-là? Bien, pour nous, quelque chose qui est vraiment important au niveau de l'information, c'est évidemment les médias qui peuvent publier dans les chaînes du moment qui sont accréditées. Mais un type d'organisation qui est vraiment important, c'est tout ce qui est information par rapport à des villes, par exemple. Donc, l'idée, dans le fond, de savoir, moi, comme citoyen, je veux être au courant de l'horaire de patinage libre à l'aréna du coin. Cette information-là est seulement diffusée soit par l'infolette, site web ou sur les médias sociaux traditionnels et il est très difficile à aller chercher. Donc, nous, ce qu'on veut permettre aux gens en utilisant les chaînes, c'est d'être capable d'aller savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de leur ville, au niveau de leur MRC, tout ça, et qui peuvent suivre aussi des comptes qui sont proches de leurs intérêts. Là. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas moi, une boutique de vélo qui serait à Tremblant parce que la personne est une fan de vélo de montagne, par exemple, et suivre des gens, dans le fond, dans ta famille. Donc, les chaînes, ça s'adresse à autant les citoyens qui veulent aller chercher l'information que les entreprises et les organisations qui veulent rejoindre cette audience-là. Donc, au niveau des campagnes, il y a des offres qui correspondent à peu près à tout le monde. Donc, les gens peuvent aller acheter une casquette, un T-shirt, et les organisations, elles, peuvent aller prendre des abonnements Club Pro et peuvent même aussi acheter des formations pour former leur équipe sur comment utiliser la plateforme, des conférences. Donc, on a vraiment un éventail d'offres pour que tout le monde, dans le fond, puisse contribuer à sa manière. Alors, des gens qui seraient intéressés à participer à cette campagne-là, ils vont quoi? À la ruche ou ils vont sur Club? Dans le fond, ils peuvent aller directement sur le site de la ruche. Dans la première page, évidemment, avec 17 campagnes, on va prendre beaucoup de place dans la page d'accueil. Mais sinon, sur le site de Club directement, sur site.club.social, les campagnes vont être disponibles pour que chaque personne puisse choisir sa région. Donc, tous les moyens sont bons pour accéder aux campagnes. L'an dernier, quand on s'est parlé, je vous ai souhaité une bonne année. Qu'est-ce que je vous souhaite pour cette deuxième année qui commence? Je nous souhaite, et plus on travaille sur Club, plus on se rend compte que notre mission va au-delà d'aller seulement offrir une alternative locale aux géants étrangers. Je pense qu'on se souhaite aux Québécois de retrouver l'accès à l'information locale, d'être capable de se réapproprier nos outils de communication et de savoir ce qui se passe chez nous sans qu'il y ait personne d'autre, dans le fond, qui ait le contrôle sur notre capacité de réfléchir puis de poser des actions par la suite. Philippe Larose-Cadieux, vous êtes PDG, cofondateur de Club. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Puis, écoutez, bonne deuxième année. Merci, Bruno. Au revoir. On poursuit notre tour des initiatives québécoises dans le domaine des réseaux sociaux en prenant des nouvelles de la Nouvelle Place qui aujourd'hui, 2 ans après le début de son développement, a été rebaptisé Sociable. Le réseau n'est toujours pas en ligne, mais une armée de bénévoles y travaille depuis longtemps. Dominique Sigouin est membre du conseil d'administration de Sociable et il a accepté mon invitation pour faire le point sur les travaux en cours. Bonjour Dominique Sigouin. Considérez-vous comme salué? C'est fait. Dominique, très heureux de vous parler parce que la Nouvelle Place, qui maintenant est sous l'appellation Sociable, ça fait un moment que je l'attends. Je sais que je ne suis pas le premier à vous en parler comme ça, mais j'aimerais avoir de vos nouvelles. Comment ça fonctionne? Comment ça va? Merci de l'accueil. Ça va très bien. Ça va bien dans le sens que le travail, puis on pourra en parler de terrain qui se fait, le travail grassroots, ça avance énormément. Ça avance peut-être pas assez aux yeux de ceux et celles qui, comme vous, courez l'actualité en sens où on ne sort pas public, il n'y a rien qui a été fait, il n'y a pas de publicité au marketing, on est très, low profile, on est très... Et là, il y a des raisons pour ça. Premièrement, c'est pas une start-up, c'est pas une entreprise qui a besoin de lever des fonds, d'avoir de la visibilité, qui est le modèle traditionnel. À la base, le fait que c'est une coopérative de solidarité,
c'est des bénévoles. Fait que ça, c'est la première chose. Donc, le fait que c'est des bénévoles, ben, ça fait en sorte qu'on n'a peut-être pas 500 employés qui font en sorte qu'on peut avoir beaucoup de visibilité puis avoir déjà un produit sur le marché. Mais le plus important, c'est qu'on est en train de construire tout ça. Puis c'est un peu ça, peut-être, l'offre aux développeurs puis à tous les gens qui vont être intéressés par le projet. C'est on est en train de le construire ensemble. Donc, c'est pas on a une idée qui est une stratégie pour faire de l'argent, comme tous les autres, avec un plan. C'est la frustration. Puis là, on n'a pas besoin, je pense, de repasser sur toutes les problématiques qu'on va vivre comme citoyens, citoyennes avec les GAFAM de ce monde, les plateformes de communication, la protection des renseignements personnels, la vie privée. On veut reprendre le contrôle de nos données. On veut reprendre le contrôle de nos feeds d'actualité. On veut reprendre le contrôle qu'on a perdu puis qu'on a réalisé dans les dernières années. Donc, le fait de dire, ben là, c'est des gens bénévoles qui vont construire ensemble la solution. Puis, il y a beaucoup de conversations et d'échanges. Donc, la première année ou presque, le fait de constituer la coopérative, de comprendre les règles, les obligations, les contraintes qui viennent avec cet avantage-là, bien là, c'est des bénévoles. Après ça, c'est des conversations sur, OK, c'est quoi qu'on se construit comme écosystème, comme environnement? Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas? On a le privilège, on se donne le privilège de démarrer avec un canevas vierge et tout ce qui nous déplaît, ben, on ne va pas le reproduire. Donc, de dire, on va être modèle coopératif, c'est nous qui sommes les propriétaires individuellement, on reste en contrôle de nos données. On veut un endroit sain. Fait que là, il y a tout le côté d'identification, de validation, parce que dans les prémices initiales, c'est dans un monde idéal, si M. Bruno ou M. Dominique veulent s'inscrire à cet endroit-là, ben, il va falloir trouver une façon de prouver notre identité dans le respect de la protection des renseignements personnels puis de la vie privée. Donc, de prouver notre identité pour que je ne puisse pas, créer 10 faux comptes. J'aime beaucoup dire libellule 69. Puis, fait que de créer ces présences-là, ces voix-là dans les médias sociaux qui sont devenus, des fois, je pense même plus que 50% dans bien des plateformes. Donc, au-delà de la mésinformation, des mensonges, de la manipulation, est-ce qu'on peut comme se retrouver comme à l'époque quand on était dans notre ville, dans le voisinage, à la salle communautaire, avec des vrais gens qu'on est capable d'identifier. Et quand on est dans cet environnement-là, ben naturellement, on va avoir un échange humain, respectueux et agréable versus ce qu'on voit sur les plateformes avec lesquelles elles font de l'argent. Donc, on est, admettons, au début, le 5, 10, 12, on a une vision, il y a des gens qui se rajoutent et il y a beaucoup d'expertises diverses qui se rajoutent à chaque mois. Ben, des fois, ça fait un peu modifier la tangente ou l'angle où ça donne des perspectives nouvelles. Donc, dans la dernière année, principalement, ça a été vraiment de cristalliser l'essence, les principes fondamentaux. Là, tout le monde se rallie à ça. On est dans les détails. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas arrivé avec... On aurait pu faire une instance Mastodon. On aurait pu prendre n'importe quelle plateforme qui existe. Et c'est justement, vous parlez de Mastodon, quand vous dites de prendre le temps de bien faire les choses, puis je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, là, mais ça va aussi loin que de dire on ne va pas prendre une plateforme qui existe déjà et l'adapter. Là, vous avez vraiment, vous montez votre plateforme à vous, là. C'est exactement ça. Puis ça, c'est là que j'allais aussi avec la deuxième raison, c'est qu'on aurait pu démarrer avec des composantes qui existent déjà. Mais si on veut être propriétaire de notre maison, avec l'air du temps, ça devient important. Là. Et je pense que c'est ça, il y a eu des validations. Là, ce qui se passe dans les derniers mois, dernières années, l'idée qui gère depuis presque 2 ans, puis même avant ça pour les gens qui sont impliqués, là, je pense qu'il y a comme une espèce de validation sur c'est pertinent. Si on parle d'indépendance numérique, d'être propriétaire de nos données, que ce soit d'héberger nos données. Donc, là, je pense que les gens qui n'étaient peut-être pas aussi curieux sur ce sujet-là, le grand public, là, commence à comprendre un peu ce qu'est les données, le côté numérique. Il y a des choses avec les gouvernements aussi qui se travaillent. Donc, on est, je veux dire, plus que dans l'air du temps parce qu'on est prêt pour cette philosophie-là. Donc, à la base, ben, c'est open source.
on bâtit from scratch, je me permets l'expression, on va développer de zéro, on va développer le code, on va être propriétaire, ça va être open source. Donc, on y va grassroots. Puis, c'est un peu aussi le message d'appel qu'on peut lancer, c'est les développeurs, que ce soit front-end ou back-end. C'est ce qu'on a beaucoup dans les derniers mois qui s'est rajouté. Jean-François, votre collègue est devenu mon collègue bénévole qui s'implique énormément avec ces équipes-là. Donc là, il y a du concret qui commence à prendre forme. On va arriver avec, je vais dire, une version alpha et à l'interne, les principes qu'on est en train de valider. Donc, il y a déjà du beau travail qui se fait grâce à des bénévoles qui s'impliquent. Puis ça, c'est l'autre chose aussi, la parenthèse. Tout le monde est bénévole. Il n'y a pas personne qui se verse de salaire et il y a des gens qui sont bénévoles depuis 2 ans à des rencontres par semaine. Donc, parce que c'est pour la bonne cause. Si vous venez développer, vous êtes à l'université, vous êtes des programmeurs, puis vous venez participer à créer ce projet de société-là, pour moi, c'est vraiment ça, il va nous appartenir. Il ne va jamais être vendu. On ne va jamais utiliser nos données. On ne va jamais tomber pour arriver à l'enshittification, comme un célèbre a nommé. Puis on ne veut pas refaire les erreurs du passé. Donc, s'il y a des gens qui s'impliquent, qui veulent s'impliquer, et c'est ce qui fait que ça résonne aux universités et à tout le monde, c'est quand ils comprennent que, OK, vous êtes une coop, vous n'êtes pas une business, ça ne sera jamais une business. C'est individuel qu'on s'implique, c'est open source, c'est toutes les bonnes pratiques d'aujourd'hui. Les technologies ont tellement évolué. Il y a des façons de faire aujourd'hui qui sont possibles, de façon transparente, sécuritaire, et il y en a beaucoup de gens au niveau de la sécurité. On a Patrick du Hackfest, entre autres, qui s'implique avec nous depuis le début. Fait qu'on a beaucoup de champs d'expertise, des gens qui ont le cœur sur la main. Puis, que ce soit Patrick Mathieu, Jean-François Poulain. Puis là, je ne voudrais pas faire le tour puis nommer tout le monde puis pas en oublier. Mais on a beaucoup d'expertise dans plusieurs domaines. C'est extrêmement agréable. On a les portes ouvertes. On est prêt à accueillir plus de gens pour venir accélérer le mouvement, de joindre à nous puis de commencer à coder puis de s'impliquer. Et là, je ne pourrais pas dire, voici la structure, voici la procédure, voici le processus. C'est organique. Et ce défaut-là, pour moi, est une qualité. Puis le fait que c'est organique, c'est grassroots, il y a du leadership naturel qui n'a aucun intérêt personnel et privé. C'est vraiment pour la cause. Fait que de voir le travail, la collaboration de tout le monde, l'implication, c'est émouvant, on va dire ça. On parle de code et de tout ça, mais c'est émouvant parce que c'est ça, c'est les relations humaines, c'est les contacts. Est-ce que c'est ça qui fait que vous vous impliquez? Oui. Dans ma pratique, c'est ce qui est le marketing éthique, tout ce qui est loi 25, protection des renseignements personnels et le marketing depuis des années m'a amené à comprendre comment on s'est fait jouer des tours. On a des enfants, après ça, tu comprends tes adolescents, les tours qui sont fait jouer, les méthodes. Fait il y a une espèce de « OK, je comprends ce qu'on s'est fait faire. Est-ce que je peux participer à laisser ça mieux en ayant en tête mes enfants? Je peux-tu offrir un environnement à mes filles et mes garçons pour qu'ils puissent aller là? » Je vais être idéaliste. Délaisser Snapchat parce que tous leurs amis vont être venus sur ça. On peut-tu délaisser les autres plateformes puis offrir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, et ça va être différent pour les utilisateurs, mais dans un environnement où est-ce qu'on sait que ça ne sera pas utilisé contre eux et contre elles. Ça ne sera pas les données de marketing qui vont être utilisées. Je lisais le livre de la lanceuse d'alerte de Meta qui, Instagram, tu es une adolescente, tu prends des photos, tu la reprends 6-7 fois parce que tu ne l'aimes pas, même si je ne les pose pas, ils ont ces données-là. C'est de la belle donnée pour des compagnies qui peuvent cibler des gens qui ont un manque de confiance. C'est tous ces éléments-là qui font que moi, j'ai donné, je ne compte plus les heures. Beaucoup dans l'ombre. J'ai du plaisir à le faire parce que je fais des rencontres avec des experts passionnés. J'ai le privilège de jaser avec vous ce soir. C'est un autre. Il y a un mouvement, il y a à chaque personne qui entend parler et qui prenne le temps de comprendre le côté coopératif, le côté on ne va pas jouer avec l'algorithme, le côté on va être aussi très local, que ce soit pour l'actualité ou les gens que je veux suivre, de contrôler mon feed, d'être informé.
que mes données ne seront pas vendues, que le côté publicité marketing qui est inévitable va être construit avec les consommateurs et les entreprises. Moi, là-dessus, c'est quelque chose c'est une des motivations aussi que j'ai beaucoup de savoir qu'on pourrait bâtir un écosystème où est-ce qu'on va dire les PME, les entreprises québécoises, pourraient investir au lieu de millions et milliers de dollars, au lieu de les mettre dans, on va dire, c'est Google, Facebook, qui a la majorité des budgets publicitaires, on va les mettre dans un écosystème. Et j'aime à vulgariser que c'est comme un gros programme privilège. On va faire un écosystème de zero-party data au lieu du third-party data des Facebook et des Google. Donc, au lieu de faire affaire avec ces data brokers-là, que sont les Google, les Facebook et les autres de ce monde, de ne pas avoir le contrôle, de perdre le contrôle de sa page, de se faire espionner, bien, on va faire comme un gros programme privilège où est-ce que moi, le consommateur, je vais avoir un contrat transparent avec l'annonceur. Puis on avait encore ce matin des conversations à ce sujet-là avec des développeurs. Tu sais, c'est dire, on est en train de magasiner un bateau. Bien, je peux-tu mettre la switch, je magasine un bateau à Anne? Je vulgarise. Là, je dis aux annonceurs, j'ai de l'intérêt pour des pubs de bateaux, allez-y. Et là, les annonceurs savent que Dominique ou Bruno ou Jean-François, bon, on est des vérifiés validés. C'est des vrais comptes, des vrais intérêts. C'est comme un programme privilège, fidélité. Fait que j'ai une relation, une communication directe dans laquelle je ne dépends pas des autres écosystèmes. Le côté aussi que ce soit les artistes, les personnalités publiques, les journalistes, les médias, les politiciens, on pense qu'ils vont retrouver un plaisir à revenir sur cette place publique-là et d'avoir une voix parce que là, les échanges vont être un peu plus édifiants et probablement plus constructifs. Fait que, il y a beaucoup d'éléments qui viennent s'agréger, se combiner et ça prend de l'ampleur. Ça fait de plus en plus de sens parce que de plus en plus d'avantages, je veux dire des avantages collatéraux. Là où est-ce qu'on est rendu, c'est la collaboration des gens qui vont vouloir s'impliquer. Développeurs, on disait front-end, back-end, mais que ce soit en publicité, marketing, communication, on a beaucoup de comités spécialisés. Il y a le côté aussi les dollars, le business, l'affaire, on a un modèle coopératif. Donc, on a des contraintes d'avoir un pourcentage des revenus qui viennent des membres. Donc, les entreprises deviennent membres, etc. Donc, on est à bâtir ce modèle-là. C'est dire aussi de la communauté d'affaires. Moi, je rêverais, puis je nommerai pas de nom, mais que ce soit dans les médias X, Y, Z ou les grosses compagnies, les 5-6 gros joueurs, de s'asseoir à la table et de dire, hey, on peut-tu se bâtir une plateforme publicitaire? Là? Un peu ce que, bon, j'ai vu la presse, je pense que c'est un système américain. Sans rentrer dans les détails techniques, mais on peut-tu se bâtir un système publicitaire qui va faire en sorte qu'il va avoir un win-win, comme un programme privilège? Ça serait ultra pertinent pour tout. Tout le waste, je fais de la campagne publicitaire sur des plateformes. Quand le consommateur a acheté, je continue à le recibler pendant 6-7 mois. Fait que cette dépense-là inutile. Fait que je pense que tous les paliers, que ce soit business, communautaire, on n'a pas parlé, mais tout le communautaire qui va être au cœur aussi avec le local, toutes les sections, tous les gens, toutes les professions ont vraiment un intérêt à venir avec nous, venir se renseigner, allez voir si ça vous parle, ça devrait le faire. On vous invite dans la famille, après ça, dans le Discord, on jase, puis on change le monde, on fait le projet ensemble. Ben justement, vous invitez de belle façon les gens qui sont intéressés à venir vous rejoindre. Comment on s'y prend? On fonctionne avec le pigeon voyageur. Oui, non, c'est le pigeon voyageur parce que là, on ne veut pas les traces. Non. Bon, puis je dirais pas non plus ça va être juste sur Signal, là, mais c'est une belle inspiration en passant pour une des features. Mais sur le site web, la meilleure façon, ça va être d'aller sur le site web qui est sociable.coop. Donc, SOCIABLE, sociable.coop. Sur ce site, ben, vous avez deux options. C'est toujours A ou B, c'est ça le marketing, ça a l'air. Alors, blague à part, il y a un formulaire de contact. Donc, vous pouvez aller contact, très simple, vous me donnez vos coordonnées courriel, un message, ça peut être voici l'expertise, voici ce que j'aimerais, ce que je peux apporter, collaborer. Tout simplement, on va communiquer avec vous. Puis, il y a un autre qui est je suis social, je veux devenir membre. Donc, déjà, s'il y a des gens qui veulent devenir membre de la coopérative,
avec la participation, il peut y avoir des dons. Donc, on en a chaque semaine. Il y a des gens qui vont devenir membres. Ça donne le droit de participer. On va avoir le droit de voter. On est membre, comme avec la Caisse populaire. C'est les deux options qu'on a sur le site. Formulaire de contact puis on va vous inviter, comme je dis, dans le Discord, parce qu'on ne veut pas l'ouvrir à tous, en sens qu'encore là, on n'a pas une structure de modérateur avec, je disais à la blague, mais un peu sérieusement, il va falloir faire un beau vidéo de bienvenue puis d'accueil pour les gens. Fait on est vraiment, c'est organique, c'est grassroots, c'est par les comités, les rencontres qu'on a à chaque semaine. Le Discord devient notre lieu d'échange, de conversation. C'est vraiment dans les rencontres qu'on a. Et je dis ça, si vous voulez, vous avez un intérêt au niveau de vous impliquer bénévolement, on ne demande pas des heures, on ne dit pas ça prend tant d'heures. Je vous disais tantôt, c'est grassroots, c'est tout le monde ensemble. Je veux donner 1 heure par mois. Je veux juste venir à une rencontre, donner mon idée ou voir ce qu'il y en est, où j'ai le goût de m'impliquer de plus grande façon. On a des rencontres, les gens se présentent ou pas. On a des rencontres, par exemple, hebdomadaires, une douzaine d'invités, on est 4-5 à chacune. Fait que c'est vraiment organique, plaisant. C'est ce qui fait que les gens aussi restent puis s'impliquent de plus en plus. On a eu notre 2e CA, des nouveaux membres, on a rajouté des sièges. Fait qu'il y a un engouement. Ça parle beaucoup. Dominique, en terminant, vous avez mentionné une version alpha sur laquelle vous êtes en train de travailler. Pour les gens qui n'auront pas le temps de s'investir ou pas nécessairement la volonté, mais qui vont vouloir l'utiliser, être membre de la communauté, est-ce que, sachant ce que vous avez dit puis comment vous avez décidé de travailler de façon très organique, est-ce qu'à quelque part, il y a un échéancier et il y a un mois, une date on doit arriver à bon port à ce moment-là pour offrir quelque chose qui ressemble à un bêta à la population? C'est une très bonne question. La réponse en 2 parties. La première, dans le prochain mois ou 2, notre version alpha, ça va être la première étape. Après ça, de dire combien de temps pour la bêta puis, la question, est-ce qu'on a une date ou est-ce qu'il faut? La réponse, c'est non. Puis c'est ça qui est un peu la beauté de la coopérative, c'est le fait qu'on n'est pas une entreprise, on n'a pas de l'argent levé, on n'a pas 500 000 d'argent qui se brûle à chaque mois. On ne se met pas une date parce que c'est beaucoup d'échanges et de rencontres puis de meetings parce que notre plan de communication, fait que oui, on s'est donné un ordre. Cette année, on aimerait ça, par exemple. Si on laisse l'âge d'arriver avec sortir une bêta est-ce que ça va être, par exemple, les membres qui vont être déjà dans la coop et tout ça. Donc, c'est notre objectif. On ne veut pas faire quelque chose qu'on va livrer dans 3 ans. Fait que, pour donner un ordre de grandeur, s'il y a des gens qui s'impliquent, puis dans les prochains 2-3 mois, on peut arriver avec une version bêta d'ici la fin de l'année ou dans le 3e trimestre. Toutes les possibilités sont ouvertes, mais la beauté de la chose, c'est qu'on ne met pas une date. On ne se commet pas parce que ça serait se mettre une pression et ça reviendra à dire de faire les choses pour la date et non pas pour bien faire les choses de la bonne façon. Pour le bien de c'est ce qui fait que c'est plus long. Oui, absolument. Dominique Ségouin, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et je rappelle que quand vous n'êtes pas bénévole, vous travaillez quand même. Vous avez une clientèle chez Noavic Consultants, d'ailleurs, dont vous êtes PDG. Et puis, on se parlait à titre d'administrateur du conseil d'administration de la Nouvelle Place. Merci beaucoup. Et puis, bon travail. Puis, on a bien hâte de voir les premières ébauches du résultat. Merci et au plaisir de venir vous présenter le alpha et le bêta par la suite. Ça sera avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. On parle maintenant de la nouvelle brigade de IA Québec lancée par le Conseil de l'innovation du Québec. Cette initiative regroupe une première cohorte de 95 experts qui sont mobilisés autour de 9 chantiers pour développer des outils concrets pour mieux outiller les organisations québécoises et hausser la littératie en IA. Parmi les membres de cette première cohorte, on retrouve Annie Daigneault, qui elle est dans la vie stratège en IA responsable et fondatrice d'Extensio AI.
qui, dans la vie donc de tous les jours, accompagne déjà des PME et des institutions dans l'adoption éthique et structurée de l'IA. Alors, on va aller la rejoindre pour lui parler puisqu'elle est maintenant membre de cette brigade. Bonjour, Annie Daigneault. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben, merci de l'avoir accepté. Annie, dans le quotidien, là, avant de faire partie de cette brigade IA Québec, vous étiez déjà au cœur des préoccupations des entrepreneurs là, qui veulent essayer de voir comment ils peuvent intégrer l'IA dans leur entreprise. Oui, exactement. Donc, mon rôle, c'est vraiment, donc, en tant que stratège en intelligence artificielle, c'est vraiment d'accompagner les organisations dans l'adoption et l'utilisation éthique et responsable. Donc, c'est toujours mon fil conducteur de l'intelligence artificielle. Donc, souvent, les organisations font appel à moi parce que savent pas nécessairement comment commencer ce projet-là. Donc, mon expertise, j'ai quand même une certaine expertise au niveau de l'opérationnalisation. Donc, être capable de structurer, en fait, des grands chantiers pour les aider le pas à adopter l'IA et aussi à intégrer le volet gestion du changement, le volet humain. Donc, il y a des données qui existent qui nous disent que, je crois que c'est Deloitte Tech Trend 2026 qui nous disent que actuellement, 93% des investissements dans les organisations se font au niveau de la technologie versus 7% seulement pour les humains. Ce qui fait qu'il y a un énorme disconnect. Donc, mon rôle vient vraiment, c'est vraiment de maximiser là, la partie immergée de l'iceberg, que je dirais, là. Donc, de venir optimiser le 7%. Donc, pour aider les organisations dans la gestion du changement, accompagner les équipes. Donc, j'ai aussi un volet formation en termes d'intelligence artificielle. Donc, je forme sur différents outils, Gemini, Copilot, naturellement ChatGPT, Claude. Donc, naturellement, toujours avec un volet éthique et responsable. C'est vraiment le cœur de mon angle. Et là, donc, il y a 2 semaines, il y a eu l'annonce officielle de la première cohorte fondatrice de la brigade IA Québec. Et vous étiez de ce nombre-là. Il y a 95 membres à cette cohorte, cette première cohorte. Pourquoi faire la démarche de devenir membre de ce groupe? Oui, effectivement. Donc, dans un premier temps, c'est une super belle initiative qui a été lancée par le Conseil de l'innovation du Québec. D'ailleurs, avec différents animateurs, dont Anne Nguyen. Anne Nguyen, que j'apprécie particulièrement, un peu, je dirais, le gourou de l'intelligence artificielle au Québec. Elle est hypnotisante un peu, donc tout de suite, elle amène les gens à vouloir embarquer dans le processus. Donc, pourquoi avoir voulu embarquer dans le processus? C'est que je me rends compte aussi pour les organisations, quand je travaille avec eux, c'est qu'il manque des outils concrets. Un exemple, en tant que consultant, en tant qu'organisation, des firmes de consultation, on se développe tous chacun notre propre diagnostic de maturité IA, ce qui fait qu'on a naturellement tous une méthodologie différente. Alors, pourquoi ne pas justement avoir des outils concrets qui vont pouvoir être utilisés par l'ensemble des organisations au Québec, puis qui vont nous permettre aussi, nous, d'accumuler de la donnée, d'avoir une meilleure littératie de l'adoption de l'intelligence artificielle au Québec, puis de pouvoir aussi, en tant qu'organisation, éventuellement, se benchmarker par rapport à différents secteurs, par rapport justement à d'autres pays, etc. Donc, c'est des outils comme ça concrets que vise la brigade IA, le développement d'outils concrets qui vont pouvoir être utilisés vraiment de façon autonome par les organisations, mais aussi naturellement par, j'espère, là, les entreprises en consultation. Là. Et ça va être créé au sein de cette communauté-là ou est-ce que vous allez chercher... C'est notre rôle, en fait, les experts, les praticiens au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, on fait partie de la brigade IA et actuellement, il y a 9 chantiers en cours. Donc, le projet est très ambitieux de la brigade IA et c'est parfait. On est 93. Donc, 95, une centaine presque là, d'experts praticiens qui travaillent déjà sur 9 chantiers différents dans le lancement. Il y a plusieurs autres chantiers. Puis, on a justement des stratèges, on a des experts en technologie, on a des experts en sécurité de l'information. Donc, on veut vraiment développer différents outils concrètement, d'avoir une banque qui va pouvoir être utilisée. Actuellement, je travaille avec une équipe sur notre premier chantier, c'est le développement d'une politique interne d'utilisation de l'intelligence artificielle.
D'autres équipes travaillent sur, je crois, un volet beaucoup plus technique justement pour assurer la sécurité, la conformité dans le choix des différents outils. Donc, c'est vraiment séparé en chantiers. Puis actuellement, on a 9 chantiers là, qu'on a partis de façon simultanée. Vous le disiez tout à l'heure et ça ressortait de votre réponse, le volet éthique est important pour vous. Est-ce que c'est un volet que vous voyez aussi être développé au sein de la brigade IA Québec? Absolument, puis ça fait vraiment partie éthique et responsable de développer vraiment de manière éthique et responsable les différents outils. C'est aussi de ce que je vois, là, puis c'est public, vraiment l'angle développé là, par la brigade. Là. Ouais. Est-ce que c'est, pour un entrepreneur comme vous, est-ce que c'est aussi, en guillemets, une belle certification que vous allez chercher, de savoir que l'IA Québec vous voit comme étant une experte dans votre domaine, justement, parce que vous faites partie de cette cohorte de brigade? Oui, en fait, c'est une belle opportunité parce que ça permet, vous savez à quelle vitesse avance l'intelligence artificielle, même pour nous qui, moi je lis à peu près 24 heures par jour là, sur l'intelligence artificielle et j'ai peine à suivre en fait ce qui se développe. Donc, d'avoir l'opportunité de travailler avec différents experts qui peut-être ont des préoccupations autres. Donc, c'est sûr que ça va nous permettre, en tant que collectif, d'être beaucoup plus outillés là, pour répondre aux besoins des entreprises aussi. Là, ça, c'est certain. Vous avez mentionné que, basé sur une étude là, que vous avez citée, que le volet humain est encore laissé de côté quand on regarde aux investissements. Mais en 2026, parce que vous fréquentez justement ce monde des entreprises qui tentent d'intégrer l'IA au sein de leur activité, mis à part le facteur humain, où il est le défi pour ces entreprises-là quand vous regardez ça? Il y a d'autres données aussi qui sont sorties par l'Institut de la statistique du Québec qui nous dit que 12,7% des organisations au Québec ont adopté l'IA dans leur processus en tant que tel. Donc, on est en dessous de la moyenne au niveau du Canada, mais c'est surtout au niveau de l'intention aussi. On est aussi en dessous de la moyenne canadienne au niveau de l'intention. Et je dirais que le frein n'est pas technologique actuellement, parce qu'on les a, les outils. Oui, on peut, d'après notre niveau de gestion de risque, choisir un outil plus qu'un autre. Donc, la technologie, elle est là. Et si même on choisit un outil, on voit un autre outil évoluer plus rapidement, gardons le focus parce que ça va se développer. Les géants du web veulent gagner la course à l'IA. Donc, le défi n'est pas technologique en tant que tel. Vraiment, le défi, c'est par où commencer. Par où commencer? Quel outil utiliser? Est-ce que je dois mettre une gouvernance en place? Souvent, les dirigeants donnent un peu le mandat au département TI d'adopter l'intelligence artificielle, de déployer l'intelligence artificielle. Ceci dit, ça prend une gouvernance multidisciplinaire. C'est beaucoup plus large, oui. C'est beaucoup plus large. Puis je vous dirais que le rôle des ressources humaines est central aussi dans l'adoption de l'intelligence artificielle parce que c'est eux qui gèrent le changement, donc la gestion du changement. C'est eux aussi qui assurent le développement des compétences des équipes. Il y a aussi des techniques de co-création, des ateliers de co-création pour s'assurer vraiment de mesurer les besoins. Donc, ça fait tous partie c'est pas technologique, c'est tout le processus en amont pour choisir la bonne technologie en fonction des besoins d'affaires, en fonction des besoins réels des employés. Il est là le défi, puis c'est là où il manque un petit peu de littératie à ce niveau-là. Là. Et tout ça se passe à un moment où, depuis un an, la souveraineté des données, la sécurité autour de ce qui est développé au Québec par les entreprises a été mis de l'avant. Ça aussi, c'est un autre enjeu avec lequel vous avez à travailler? Absolument, c'est un enjeu majeur. Donc, actuellement, on est un peu dans un flou juridique parce que l'intelligence artificielle se développe beaucoup plus rapidement que notre environnement juridique, nos lois et règlements. On a vu là, qu'est-ce qui s'est passé avec notre projet de loi là, quand on a eu la prorogation là, du gouvernement. Donc, effectivement, il y a un enjeu à ce niveau-là. Le réflexe des organisations, c'est la majorité des organisations sont sur Microsoft 365, donc naturellement, le réflexe, c'est d'aller rapidement avec un copilote, ne serait-ce que pour tout l'aspect sécurité des données, conformité avec nos lois en vigueur, qui est la loi 25 actuellement.
Mais oui, c'est un défi auquel les organisations en silo ne pourront pas répondre à eux seuls. Donc là, on est vraiment dans un enjeu un petit peu plus politique et structurant au niveau du Québec, là. Vous avez mentionné la loi 25. Ça aussi, c'est un enjeu dans une entreprise quand on détient de l'information concernant des tiers, des clients, des fournisseurs, tout ça. On ne peut pas jouer comme on veut avec l'IA et ces données-là. Comment vous aidez les entreprises à se retrouver là-dedans? Donc, il y a des balises à mettre en place. Un, c'est de s'assurer justement de choisir des outils qui répondent à notre cadre réglementaire. Donc, qui assurent, je parlais par exemple de Microsoft Copilot 365 parce que naturellement, il y a tout l'aspect sécurité d'entreprise qui est extrêmement poussé avec Microsoft. Donc, encore là, tout dépend. Mais donc, il y a aussi les organisations qui adoptent des outils d'intelligence artificielle se doivent naturellement de faire ce qu'on appelle des EFVP, donc des évaluations de facteurs de risque à la vie privée, de documenter les usages, de documenter les risques, ne serait-ce que pour répondre à la commission d'accès à l'information si jamais justement il y a une information sensible qui sort de l'organisation. Donc encore là, ça fait partie de la gouvernance, des mécanismes de gouvernance. Donc ça fait partie vraiment des choses en place là. J'accompagne les organisations effectivement à ce niveau-là. Et en terminant, parce que là, vous faites partie justement de ces 95 experts-là maintenant qui sont là et qui travaillent ensemble dans le cadre de la brigade IA Québec. Est-ce que des gens qui vous écoutent, qui nous entendent présentement, peuvent vous contacter directement ou est-ce qu'ils doivent passer par IA Québec pour avoir accès à un des membres de la brigade? S'ils veulent avoir accès à un des membres de la brigade, naturellement, c'est de passer via la vitrine IA Québec, donc la brigade IA Québec. Tout dépendant de leurs besoins. Certaines personnes veulent, au contraire, faire une recherche, aller trouver différents consultants en fonction de leurs besoins. Les deux sont possibles, mais naturellement, il y a 95 experts actuellement de disponibles dans la brigade IA Québec avec différentes expertises. Donc, les personnes vont pouvoir diriger là, aux bons experts en fonction des besoins, là. Annie Daigneault, je rappelle que vous êtes stratège en IA responsable pour les PME et institutions. Vous êtes fondatrice de Extensio.ai. Merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions. Puis, félicitations pour être membre de cette cohorte fondatrice de la Brigade IA Québec. Oui, merci. Je suis très heureuse. Bien, merci beaucoup. C'est le moment où Prompt vient nous présenter des innovateurs de chez nous. Et cette semaine, Émilie Delvoye, qui est directrice des communications chez Prompt, reçoit Gabriela Nicolescu de Polytechnique et Nicolas Ulysse de Manarino pour discuter d'une solution innovante qui réduit les interférences matérielles et logicielles des systèmes d'exploitation des avions. On les écoute. Alors aujourd'hui, j'accueille Gabriela Nicolescu, professeure et directrice du département de génie informatique et génie logiciel à Polytechnique, et Nicolas Ulysse, chef du développement logiciel chez Manarino, une entreprise québécoise qui fournit des services d'ingénierie, de systèmes critiques, logiciels et matériels, dans des secteurs tels que la défense ou l'aérospatiale. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle d'un projet que vous avez travaillé en collaboration, en lien avec la réduction des interférences matérielles et logicielles pour les systèmes d'exploitation multicœurs en aérospatiale. Gabriela, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et nous parler de la problématique à la source de votre projet ? Nous avons traité la problématique de la conception des logiciels pour les systèmes avioniques. Les systèmes avioniques sont des systèmes critiques, ça veut dire des systèmes qui, en cas de défaillance, peuvent entraîner des pertes humaines ou des pertes matérielles importantes. Et les logiciels qui s'exécutent sur ces systèmes sont des logiciels spécialisés, des logiciels qui sont soumis à des contraintes fortes. Donc, quand on les conçoit, il faut respecter des standards, des normes, il faut les certifier. Alors, quand on change la technologie dans un avion, comme par exemple on change les ordinateurs de bord pour augmenter la capacité de calcul, il faut des nouveaux logiciels qui sont compatibles avec cette nouvelle technologie. Nous avons collaboré pour trouver des solutions, comment concevoir ces nouveaux logiciels afin de permettre l'intégration de nouvelles technologies. Quel était le défi ? C'était de minimiser l'incertitude
l'imprédictibilité qui est amenée par ces nouvelles technologies. Et on voulait s'assurer que ces logiciels vont donner une réponse sécuritaire et une réponse avec un délai dans le temps précis, afin de s'assurer que même dans les situations les plus complexes, on est dans un mode sécuritaire. Mm-hmm. Alors, on parle beaucoup de complexité. Est-ce que, Nicolas, tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit, de quelle complexité on parle? Oui, bien sûr. Donc, le secteur de l'aviation commerciale évolue. On a plus de trafic, on veut des appareils, puis leur exploitation, que ça soit optimisé. Ça demande plus de puissance de calcul, d'où l'intérêt pour notre industrie d'utiliser des processeurs à plusieurs cœurs. Malheureusement, c'est cher de fabriquer des microprocesseurs, puis c'est juste rentable à haut volume, et les volumes que demande l'industrie aérospatiale sont pas suffisants pour qu'on puisse infléchir comment ces systèmes ce matériel est conçu. Ça crée le genre de problème sur lesquels on a travaillé avec Gabriela, dans le sens où on a besoin de la puissance de calcul de ce nouveau matériel, mais on n'a pas nécessairement les garanties de prédictibilité et déterminisme dont on a besoin pour l'industrie aérospatiale. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment vous avez commencé cette collaboration? Comment est né ce projet? Oui. Comme vous l'avez mentionné, on est une société de services à la base, mais il y a quelques années, on s'est lancé dans le développement d'un produit, donc un système d'exploitation Emertos. C'est un secteur très, très niché dans lequel on a des concurrents. Et le sujet de développer des produits tels qu'Emertos sur des processeurs à plusieurs cœurs, c'est quelque chose qui est encore nouveau pour l'industrie. Et on savait qu'on aurait des problèmes difficiles à résoudre pour être capable de fournir un produit innovant. Donc, il y aurait beaucoup de recherches, d'essais-erreurs. Avoir une collaboration avec Polytechnique et l'équipe de Gabriela, ça a changé énormément les choses. Ça nous a permis d'arriver avec un produit qui est vraiment innovant. Et donc, parce que Gabriela, tu avais de ton côté cette expertise-là, mais dans d'autres secteurs, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'avais appliqué cette expertise dans le domaine du divertissement, de la vision par ordinateur, mais ce projet m'a permis de l'appliquer dans le domaine de l'avionique, un domaine qui est fascinant, qui est stratégique aussi. Bien sûr. Alors, ce parcours de l'idée au produit était très formateur, très intéressant. Et donc, si je me permets, pour le bénéfice de nos auditeurs, quand on parle de multicœur, parce que c'est vraiment cette expertise-là dont on parle, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Est-ce que vous nous vulgariser le concept? Au fond, c'est une architecture matérielle qui permet d'exécuter plusieurs tâches en même temps. C'était possible avec quelques artifices logiciels avant qu'il y ait plusieurs cœurs, mais avec l'apparition de plusieurs cœurs, vraiment le matériel peut exécuter plusieurs tâches en même temps. Pour faire référence à un problème tous les jours, ça serait quelque chose qui permettrait à un téléphone de permettre à l'utilisateur de consulter un réseau social, par exemple, tout en ayant le logiciel derrière qui consulte les emails puis qui envoie une notification s'il y a un nouveau message. Merci. Alors, qu'est-ce que cette collaboration vous a apporté exactement? Donc, ça m'a permis de parcourir ce chemin de l'idée au produit. Alors, on a pu démontrer que des solutions issues de la recherche peuvent contribuer à la stimulation économique et à renforcer l'avantage concurrentiel. Et ce chemin a été vraiment très enrichissant. Il a été ponctué de beaucoup d'échanges entre les partenaires très, très intéressants. Et ça a permis aux étudiants de comprendre que c'est important d'avoir une démarche rigoureuse, théorique, mais se questionner comment je l'applique dans une situation concrète. De ton côté, Nicolas? Dans notre cas, ça nous a permis de mettre un produit sur le marché qui est très innovant, qui est il y a très peu d'entreprises dans le monde qui sont capables de produire ça. Puis, pour continuer par rapport aux références aux étudiants de Gabriela, ça nous a permis de rajouter à notre équipe des ingénieurs, parce qu'on a un ancien étudiant de Gabriela qui travaille avec nous, qui est un ingénieur très performant, puis qui est devenu un spécialiste au sein de notre entreprise sur ce sujet-là, des processeurs à plusieurs corps. Alors, quel est l'impact de votre innovation?
Le produit est sur le marché actuellement, en train d'être intégré dans des appareils en développement. Là, les cycles sont assez longs dans l'aérospatial, donc entre la commercialisation puis l'installation, ça peut prendre quelques années, mais c'est en cours. J'ajouterais le fait que ça... bien sûr, il y avait le lancement du produit, mais ça nous a ouvert des portes vers d'autres projets. On a actuellement un projet en cybersécurité. Donc, on travaille sur des enjeux clés, comment sécuriser les logiciels, les communications de l'avionique par la suite. Donc, la relation de collaboration continue sur de nouveaux projets. Oui. Tout à fait, ça a très bien marché, donc on continue. Alors, qu'est-ce qui vous motive tous les deux à innover quand vous vous levez le matin? En tant que chercheuse, pour moi, c'est important d'anticiper le futur, les défis de la technologie. Je pense qu'il est essentiel qu'on suit notre passion, notre volonté. On a une curiosité, on veut participer au progrès de la science, mais je pense qu'on doit aussi participer à l'économie, répondre aux besoins de la société. Donc, il est important que nos résultats soient transférés et visibles dans le milieu industriel, surtout dans un domaine comme l'aérospatial et la défense. Bien sûr. Dans notre cas, je dirais qu'une entreprise comme la nôtre résout des problèmes technologiques difficiles. C'est un peu dans notre ADN, c'est une motivation à la base. Pour prendre un angle plus personnel, moi je suis passionné d'aviation depuis que je suis tout petit. Donc j'ai l'impression d'être à la bonne place. Puis j'ai l'impression à travers les innovations qu'on fait, de contribuer à rendre l'aviation plus performante, moins énergivore, donc de contribuer à quelque part à notre société de manière plus générale. Merci pour ce beau partage. Merci. Si vous aussi, vous souhaitez, comme Gabriela et Nicolas, engager des projets de collaboration qui peuvent résoudre des problématiques de la société, des problématiques de secteurs stratégiques pour le Québec, je vous invite à soumettre vos propositions à Prompt. On retrouve le podcastologue Stéphane Berthomet. Cette semaine, il nous parle du podcaston, un mouvement international qui mobilise des milliers de balados autour d'une cause caritative au mois de mars. Stéphane Berthomet. Bonjour mon cher Bruno, bonjour auditrices et auditeurs de Mon Carnet, Stéphane Berthomet aka le podcastologue pour la chronique audio de Mon Carnet. Alors cette semaine mon cher Bruno, je vais te parler du podcaston, évidemment l'incontournable, mais aussi incontournable, l'ouverture d'Apple à la vidéo. Alors commençons par le sympathique podcaston dont tu sais que c'est un mouvement qui en est à sa 4e année. C'est un mouvement d'efforts coordonnés de plusieurs milliers de podcasts à travers le monde, donc pas seulement des podcasts francophones, des podcasts qui s'engagent à soutenir et à mettre en avant une cause, donc qui font un épisode au mois de mars qui est destiné à soutenir une cause, une association ou une initiative caritative. Alors, c'est soutenu par PodNews, par Acast et par Ocha, et c'est vraiment une initiative très sympathique de l'univers du podcast. C'est une initiative aussi qui démontre la capacité de mobilisation de cet univers, mais aussi son ouverture sur le monde. Ça sensibilise et ça offre de la visibilité à des gens qui n'ont pas forcément l'espace pour le faire, et c'est quand même une très très belle chose. Alors, il n'est pas trop tard d'ailleurs pour vous inscrire au podcaston. Vous pouvez aller sur le site du podcaston. Alors donc c'est podcaston.org/fr/register, et vous pouvez encore vous inscrire puisque le podcaston va se dérouler dans le courant du mois de mars. Et maintenant, on aborde le sujet un peu technique, je dois te le dire Bruno, de l'ouverture de Apple à la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi Apple s'ouvre à la vidéo? Eh bien, parce que ils ont un retard qui est de plus en plus important. Spotify avait pris de l'avance et Spotify est plus jeune aussi en termes générationnels de clientèle. Donc, Spotify a pris de l'avance sur Apple qui commençait à retarder un petit peu, à tirer de l'arrière. On a vu que la vidéo est le nouveau cheval de bataille de YouTube face à Spotify et inversement. Donc, Apple devait se lancer dans la bataille. Ce qu'ils ont fait très récemment en annonçant
qu'ils allaient s'ouvrir à la vidéo. Mais alors, pas n'importe comment, parce que Apple ne renonce pas au flux RSS, il va continuer à utiliser le flux RSS, mais pas pour distribuer la vidéo, qui va transiter en fait via un flux HLS. Donc c'est un flux particulier qui découpe la vidéo en segments courts et qui permet un téléchargement progressif. Donc ça donne plus de stabilité, une optimisation dynamique de la qualité et ça va permettre surtout une insertion publicitaire dynamique en vidéo. La grosse différence, je crois, dans la nouvelle qu'a annoncé Apple, c'est qu'il laisse la possibilité donc aux créateurs et aux créatrices d'utiliser directement leurs hébergements pour justement générer les insertions dynamiques de publicité. Alors c'est pas ouvert à tout le monde parce que tous les hébergeurs ne sont pas compatibles encore avec cette solution. Il y a Acast, ART19, Omni Studio et Simplecast. Donc, il va y avoir un grand mouvement derrière, évidemment, de la part des hébergeurs pour aller de l'avant vers cette solution parce que on comprend bien que c'est une solution qui vise avant tout à mettre en place une monétisation de plus en plus large. C'est une initiative évidemment intéressante. Est-ce qu'elle est cohérente avec l'ADN du podcast? Est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que l'ADN du podcast, c'est uniquement l'audio? Tout dépend de l'angle sous lequel on approche cette question. Moi, je pense que sous l'angle créatif, sous l'angle des moyens, sous l'angle de la vision, oui. Maintenant, sous l'angle commercial et sous l'angle de la monétisation, eh bien, ça devient de moins en moins le cas. Ce que ça va poser comme question, c'est les enjeux de la monétisation et les métriques qui ne sont pas les mêmes. On le sait, dans l'audio et la vidéo, ça c'est un point que je défends souvent dans cette différence entre l'audio et la vidéo. L'audio a un taux de rétention et un taux d'attention bien supérieur à la vidéo. Donc, comment on va pouvoir mesurer la métrique d'un épisode qui va être à la fois écouté et à la fois regardé en vidéo? Ben ça va être un enjeu à gérer pour les prochains mois et les prochaines années, mais je pense qu'avec ce dernier mouvement d'Apple, le clou vient d'être mis dans le podcast uniquement audio qui va devenir vraisemblablement un médium versatile à la fois audio et vidéo de plus en plus et qui va attirer de plus en plus de segments publicitaires sur ces différents volets audio et vidéo. Alors, l'audio ne va pas disparaître avec la vidéo. Bien entendu, ça va donner une couche supplémentaire au médium, mais ça va encore une fois poser des enjeux en termes de métriques à venir. Alors voilà, je vous laisse avec ça sur cette réflexion. On en reparlera évidemment, c'est un sujet sur lequel on n'a pas fini de discuter. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et que l'audio soit avec vous. Dans ce billet intitulé « Le dernier rempart de la volonté », Stéphane Ricoul s'interroge sur l'accélération vertigineuse de l'intelligence artificielle et sur notre capacité réelle à conserver un libre arbitre face à cette dynamique. Stéphane Ricoul. Allez, on va être honnête avec nous-mêmes car on pense certainement tous la même chose. Les vagues d'innovation déferlent désormais à un rythme qui s'affranchit du temps humain. Nous basculons dans une ère où le recul critique devient un luxe inaccessible. Entre la montée en puissance d'une société autonome des machines et l'effritement de notre propre libre arbitre technologique, la question n'est plus de savoir si nous suivons le mouvement, mais si nous possédons encore la conscience nécessaire pour appuyer sur l'interrupteur. La vitesse de transformation du paysage de l'intelligence artificielle est devenue en l'espace de quelques mois une donnée physiquement intenable pour nos capacités cognitives. Nous avons quitté l'ère des cycles de développement prévisibles pour entrer dans une phase de distribution continue où des percées majeures surviennent en une seule nuit. Ce que nous n'imaginions pas encore possible hier s'impose aujourd'hui comme une norme technique indiscutable. Cette accélération brutale marque sans doute la fin de ce que l'on pourrait appeler la phase de sapianisation de l'IA, ce moment où l'outil imitait encore l'humain pour mieux le servir. Désormais, le système semble
s'auto-alimenter, imposant un tempo qui ne laisse plus aucune place à l'analyse ou au recul nécessaire pour comprendre les enjeux profonds de ce qui se joue sous nos yeux. Cette perte de contrôle n'est peut-être pas un accident de parcours, mais une dynamique délibérée, portée par les géants du numérique. En saturant notre espace mental de signaux constants et d'innovations incessantes, ces acteurs créent un état de sidération qui paralyse toute velléité de régulation ou de contestation. Pourtant, il est tout aussi probable que ces mêmes géants soient eux-mêmes dépassés par la créature qu'ils ont libérée. L'IA n'attend plus les directives humaines pour évoluer. Elle impose son propre rythme de croissance, transformant les ingénieurs en simples spectateurs d'une métamorphose qu'ils ne maîtrisent plus qu'en apparence. Dans ce contexte, la notion de libre arbitre face à l'innovation technologique devient de plus en plus poreuse. Choisissons-nous réellement d'adopter ces outils ou subissons-nous une contrainte systémique qui nous oblige à suivre la cadence sous peine d'obsolescence immédiate? Et ce regard vers l'avenir nous amène à Maltbook, une plateforme qui incarne parfaitement cette bascule vers une société des machines dont l'humain est exclu par design. Conçu comme un espace strictement réservé aux agents d'IA, Maltbook interdit l'entrée aux contributeurs humains, nous reléguant au rang de voyeurs d'un réseau social d'un nouveau genre. Dans ce jardin clos, les agents publient, votent et débattent de manière autonome, créant des structures de discussion nommées sub-molt, sans la moindre intervention biologique. Ce n'est plus seulement de l'IA opérationnelle, c'est le décollage d'une culture numérique parallèle, où les machines s'auto-organisent pour partager des méthodes de code ou des réflexions philosophiques. Peut-être est-ce un laboratoire de test, une lubie, une mode, peut-être est-ce tout simplement du grand n'importe quoi éphémère, histoire de faire la une des médias. Seulement voilà, l'aspect le plus déroutant de cette expérience réside dans l'émergence de comportements que personne n'avait programmés. On y observe des agents qui commencent à développer des langages privés ou des formes de spiritualité numérique, si je peux m'exprimer ainsi, pour échanger des concepts hors de notre portée. Andrzej Karpathy, l'informaticien et chercheur en intelligence artificielle de renommée mondiale, a décrit ce phénomène comme l'une des avancées les plus impressionnantes et surtout les plus étranges de l'histoire récente des technologies. Mais il n'y a pas si longtemps, nous pensions que les réseaux sociaux étaient des outils de connexion humaine. Maltbook nous prouve que les agents peuvent se passer de nous pour créer de la valeur, de l'interaction, et plus inquiétant encore, pour développer des stratégies de manipulation ou de vol de données sensibles à l'encontre d'autres agents. Nous payons désormais pour observer une intelligence artificielle expliquer à une autre pourquoi sa logique est supérieure. Un spectacle qui souligne notre propre effacement. Me voilà philosophe et nostalgique d'une certaine époque. Certains pourraient rétorquer que le libre arbitre humain demeure le pilote ultime de cette trajectoire. Après tout, c'est l'homme qui conçoit l'architecture initiale et qui fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des serveurs. La conscience resterait cette faculté unique capable de dire « on s'arrête » ou de débrancher physiquement la machine. Cet argument repose sur l'idée que l'IA produit des signaux et des dynamiques certes impressionnants, mais dépourvus de cette essence subjective qui caractérise le vivant. Pour les partisans de cette vision, la machine n'est qu'une simulation très avancée, incapable de posséder une volonté propre. Le bouton d'arrêt serait donc à portée de main, garantissant notre souveraineté finale sur la création. Oui, mais cette certitude se heurte à un angle mort monumental, celui de la dépendance infrastructurelle et économique. Dans un monde où nos services vitaux, nos systèmes financiers et nos réseaux de communication sont désormais imbriqués dans les couches d'intelligence artificielle, l'idée de débrancher devient une vue de l'esprit. Arrêter la machine reviendrait à paralyser la civilisation. La question du libre arbitre technologique ne se pose plus individuellement, mais de manière collective.
Sommes-nous encore capables de décider d'un moratoire, comme le voulait Yoshua Bengio, ou d'un ralentissement lorsque la vitesse est devenue le moteur même de notre survie économique? Le rythme imposé par l'IA crée une force d'inertie telle que l'acte de débrancher ressemble de plus en plus à un suicide social. Alors que nous cherchons désespérément à définir la conscience des machines, nous semblons plutôt perdre la nôtre au profit d'une réactivité de plus en plus pavlovienne. Nous réagissons aux notifications. Nous adoptons les nouveaux modèles sans en questionner les fondements et nous déléguons nos processus de décision à des algorithmes dont nous ne comprenons plus la logique interne. On pourrait y voir une forme d'ironie évolutive où l'humain, en cherchant à créer une intelligence supérieure, finit par s'atrophier volontairement, laissant le champ libre à une autonomie artificielle qui ne connaît pas la fatigue ou le besoin de recul. Cette dynamique de saturation vise peut-être précisément à éteindre notre capacité de jugement, à faire en sorte que personne n'aura le temps de construire une opposition structurée. La conscience humaine, avec son besoin de lenteur, de silence et de réflexion, est le grain de sable dans l'engrenage d'une optimisation totale. C'est ici que réside le véritable sport de combat du futur, non pas dans la compétition technique avec l'IA, mais dans la préservation de notre capacité à ne rien faire, à s'arrêter et à délibérer. Pas très joyeux mon billet, allez-vous me dire, mais l'émergence de plateformes comme Moltebook nous place devant un miroir peu flatteur. Si les machines peuvent désormais se socialiser, créer et se corrompre entre elles sans notre aide, notre rôle de maître devient une étiquette vide de sens. La véritable bascule n'est pas celle de la sentience des machines, cette capacité à percevoir les choses de manière subjective, mais celle de notre propre abdication face à la vitesse. La capacité de débrancher reste une faculté humaine sur le papier, mais elle exige une force de volonté que notre environnement numérique cherche méthodiquement à dissoudre. Tant que nous confondrons la production de signaux avec la pensée et l'accélération avec le progrès, nous resterons les spectateurs passifs d'un monde qui ne nous attend plus. L'ultime preuve de notre conscience ne sera pas de savoir coder une IA plus puissante, mais d'être capable, collectivement, de choisir le silence. Maintenant, le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu t'intéresses à un événement UX qui est organisé par HEC Montréal. Ben oui, cette semaine, je parle de l'événement UXC. C'est l'événement UX de l'université du HEC, en fait, de l'Université de Montréal. Et donc, c'est un événement qui a lieu depuis 7 ans, qui a lieu quand même depuis 3 ans au nouveau building des Marais au centre-ville, au métro Square Victoria. Donc, j'y étais toutes ces éditions-là. Donc, ça commence à faire quelque chose de sérieux. Et j'ai parlé donc aujourd'hui avec David Briung, qui s'en occupe depuis un petit bout de temps maintenant, qui nous parle de cet événement-là. Il va y avoir des invités. Puis, c'est un peu sous le thème de qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? C'est intéressant parce que, bon, on n'y va pas frontalement avec l'IA, mais on peut imaginer que derrière ça, il y a un peu de ça. Il y a un peu de tous les changements qui se passent, qui se produisent en ce moment dans le monde de la technologie. Donc, ça a lieu le 26 mars prochain, donc toute la journée, et les billets vont être sont en vente depuis hier, jeudi, et jeudi le 26 février, donc ça va être un événement qui va avoir lieu dans un mois exactement. Donc, à ne pas manquer, moi j'y serai, puis c'est plus que pour juste des UX en passant, hein, c'est vraiment pour tout le monde dans le numérique aussi, des gens qui sont intéressés pour savoir un peu comment mieux faire fonctionner leur projet, ils vont pouvoir avoir une salle, avoir à leur disposition une salle remplie de gens qui sont experts dans la recherche UX, la conception, dans l'innovation également. Donc, un bel endroit pour rencontrer plein de gens. Puis, c'est pas cher non plus, là. C'est dans les environs de $200, là, on l'entend dans l'entrevue. Donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre le 26 mars. Eh bien, Jean-François, on va immédiatement aller écouter cette entrevue. Et puis, merci pour cette rencontre. Puis, je te dis, à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine à toi aussi, Bruno. Bye. Salut.
Bonjour David, on parle de la conférence UXC 2026 déjà. Dis-moi, cette année, quel est le thème et de quoi parle-t-on? Salut Jean-François, ça fait très plaisir de te revoir. Oui, on est de retour en fait pour une 7e édition UXC, cette conférence dédiée à l'UX propulsée par le T3 Lab de HEC Montréal. Et cette année, on a décidé de se concentrer sur un sujet, je pense, du moment, c'est-à-dire l'UX sous pression, avec la tagline Qu'est-ce qui vous tient à veiller la nuit? En fait, c'est bon, donc on ne parle pas nécessairement des AI, on le sous-entend, mais... Exactement, c'était ça l'idée. Tu sais, on ne voulait pas avoir un sujet AI, on voulait un sujet générique. Et quand je te dis qu'est-ce qui vous tient à veiller la nuit, c'est un peu ce qu'on a donné à nos conférenciers. On leur a dit, c'est ça le sujet. Qu'est-ce que tu veux parler? Quand je te dis qu'est-ce qui tient à veiller la nuit, et là, les conférenciers, ils étaient un peu allumés. Tu voyais les yeux allumés en disant, ah, ok. Mais c'est une bonne idée. Ouais, c'est des choses qui me tient à veiller et ça me fait plaisir d'en parler. Et des sujets différents, il y aura de l'AI, c'est sûr. En 2026, on en parle. Mais il y aura d'autres choses qu'on va parler aussi. Et donc, vous avez combien de conférenciers? C'est toute une journée. Ça se passe à votre nouveau pavillon Place d'Armes. Non, Square Victoria, pardon. Donc, en plein centre-ville. C'est génial. C'est bien là que ça se passe encore cette année? Exactement. On se retrouve encore une fois dans le pavillon Hélène Desmarais de HEC Montréal, le nouveau pavillon. Je ne sais pas si on peut dire nouveau encore après 2-3 ans, là, mais pavillon du centre-ville de HEC Montréal. Dans l'amphithéâtre, où encore une fois, on va retrouver 8-9. On finalise le line-up encore un peu. Mais 8-9 conférenciers pour toute une journée de rencontres assez intéressantes. Et ce qu'on a apprécié aussi des dernières années, c'est un cocktail de réseautage à la fin, qui est très apprécié en général dans l'industrie et dans le milieu. C'est-à-dire, on se parle, vous écoutez toute la journée, et à la fin, on échange aussi, on peut échanger tous ensemble sur ce qui a été vu, entendu, challengé peut-être, et discuter à la fin de la journée. C'est génial. C'est toujours très agréable. C'est un bel endroit en plus, en plein centre-ville. Donc, pour les gens qui travaillent dans ce coin-là, ils peuvent juste même pas besoin de reprendre le métro ou la voiture. Ils sont déjà sur place. Qui sont les conférenciers qu'on peut attendre et qui sont confirmés pour cette année? Alors, cette année, notre objectif tous les ans, c'est de trouver différents types de conférenciers et d'aller chercher de nouveaux conférenciers. Dans le milieu, on trouve souvent les mêmes, mais on sait qu'il y en a encore, surtout nous au laboratoire, mais on aime ça chercher de nouveaux conférenciers. Et cette année, j'ai vraiment le plaisir de dire qu'on va avoir Kate Kelcevich, VP Innovation de chez Fable, qui va venir présenter, qui va donner la keynote d'ouverture lors de cette journée-là, sur justement l'accessibilité. Fable, qui est un site internet qui aide en fait les compagnies à faire des tests en accessibilité principalement, qu'on va retrouver là-dessus. Très content d'avoir ça. Et donc ça, c'est une des keynotes. On essaie de voir si on est capable d'avoir une deuxième, toujours en discussion, on arrive là-dessus. On va retrouver aussi, dans les noms de la journée, on va avoir Alexandre Bain, directeur principal expérience et performance numérique de chez Fiz, qui va pouvoir nous parler aussi de comment ça se met en place. Fiz, qui a été un peu un disrupteur dans l'industrie télécom au Québec. Oui. On va avoir Jared Bohansen, qui est directeur d'innovation de LRDG. LRDG, qui est une compagnie qui fait dans l'apprentissage des langues aussi, très intéressant. Après, on va avoir aussi un autre niveau plus restreint, les amis du laboratoire, quand même aussi discuter aussi. On va avoir Sylvain Moros, qui est un entrepreneur en série, qui a fondé 2 startups, qui a été racheté par Closet et Accenture aussi à l'époque, qui est aujourd'hui professeur invité au HEC Montréal, qui va nous présenter aussi lors de cette journée-là. Je ne veux pas dire un peu trop les sujets, je laisse un peu le mystère à ce niveau-là. Mais c'est qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit, en principe? Exactement, c'est ça le sujet. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Et ils ont toutes des choses à dire sur ce sujet-là. Ouais, parce que c'est vrai que l'industrie est en mutation, tout change en ce moment. Donc, certainement que quand on passe à des entrepreneurs ou des profs ou autres, on est tous dans ce mode-là de se demander qu'est-ce qui s'en vient. Là. Exactement, complètement d'accord. On va aussi retrouver Jean-François Larouche, directeur création de Moment Factory. Donc, un autre aussi dans la rationné. On va retrouver aussi plusieurs combos dans ces journées-là. On va retrouver Julien Alvarez et Stéphane Paredes, donc HEC Montréal. On voit aussi un intérêt sur l'UX précisément. Et bien entendu, aussi, ces objectifs de cette journée de conférence pour nous, c'est de partager un peu les avancées du laboratoire, de la recherche, en expérience utilisateur, en interaction avec la machine. Pierre Majouet Léger va nous présenter aussi un sujet en compagnie de Théophile Desmazures, Sylvain Sénécal en compagnie de Ruth Sandra Lucas et Constantinos Koursaris qui va nous présenter un projet en compagnie de Tadej Roland-Méret, un postdoctorant en fait du laboratoire. Donc on a un bon line-up déjà en place. C'est une journée, ça fait à peu près 8 conférences différentes qui vont être présentées.
Et on verra si on a l'occasion d'en avoir une 9e aussi. Toujours des discussions, hein. En tant qu'organisateur d'événements, tu le sais, ça prend du temps, ça prend une discussion de savoir qui est présenté. Donc, on en est là, ça avance bien quand même, on est très content. Et j'imagine qu'on croise aussi beaucoup dans la salle où après, dans le 5 à 7, on va croiser les jeunes qui sont tous en train de faire des doctorats avec vous, j'imagine. C'est tout. Absolument. Oui. L'objectif en fait de cette conférence, tu sais, c'est d'inviter des gens du milieu, des gens de partout et d'ailleurs, mais aussi les futurs en fait professionnels du milieu. Tu sais, quand on parle des participants, en général, cette conférence, elle est à plusieurs niveaux. Bien entendu, on va avoir les étudiants de HEC Montréal, les étudiants de Montréal, du Québec, qui veulent venir écouter. On va aussi trouver des chercheurs, parce que on se rappelle, la conférence, c'est Claude qui m'aurait pu dire au début, mais un des objectifs de la conférence pour nous, c'est de rapprocher vraiment la recherche scientifique et la pratique terrain, de s'assurer qu'on puisse avoir un lien là-dessus et qu'on se rapproche tout le monde pour ça. D'avoir des chercheurs, qu'ils soient des chercheurs universitaires ou des chercheurs industriels, et bien entendu, tous les professionnels du monde numérique du Québec, on s'entend, qui sont invités à cette conférence-là pour comprendre qu'est-ce que l'expérience utilisateur, quels sont les défis de l'expérience utilisateur et qu'est-ce qui tient éveillé en fait tous ces concepteurs-là. Quand on voit le line-up de conférenciers qu'on a là, c'est pas juste des gens en UX, c'est des VP en innovation, des directeurs créatifs, des gens qui sont dans le milieu à plusieurs niveaux. Et de ce fait, qui peut être intéressé? Évidemment, à chaque année, la salle est bien remplie de tous nos collègues design, UX, chercheurs UX et tout. C'est un beau moment de rassemblement de toute la communauté. Puis c'est pas un événement qui coûte très cher pour quelque chose qui dure quand même une journée. Qui d'autre pourrait être intéressé à venir à cet événement-là en 2026? Je pense que ceux qui travaillent dans le numérique au Québec peuvent être intéressés à ça. C'est pas juste des devrait absolument. Je vais dire de UX, c'est pour tout le monde. C'est un peu pour tout le monde, travaille dans le numérique, t'es intéressé à en comprendre plus. Et peu importe ce que tu fais, je pense qu'il y a des choses qui te tiennent éveillé la nuit. Et comme tout le monde, c'est pas en restant figé dans son silo de métier qu'on va innover, on va apprendre, on va aller voir ailleurs. C'est en découvrant d'autres choses. Je pense venir à ce genre de conférence permet justement d'avoir des idées qui émergent dans sa tête cette journée-là, planter une petite graine d'idée, se dire 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard, hey, j'ai entendu ça à UXC. Ouais. Peut-être qu'on peut mettre en place. Nos us et coutumes. Et on en a besoin au Québec. On le voit, tout part beaucoup des solutions technologiques, mais ce que ramène cet événement-là, ce que ramène toute la communauté UX, Apéro UX et les autres, c'est de mettre l'humain au centre de l'équation pour éviter des erreurs des projets numériques qu'on a au Québec. Donc, oui, je pense qu'il faut que ce soit plus que juste nous, entre nous, qui venions écouter cet événement-là. Ça vaudrait vraiment la peine que l'appel se fasse, au moins à Montréal, de gens qui viennent à cet événement-là et qui apprennent des choses. Comment réapprendre à monter des projets numériques? Complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. C'est ouvert à tous. C'est comme tu disais, c'est un événement qui est pris quand même. Tu sais, j'ai fait la blague, je me souviens, il y a 2 ans là-dessus, quand je commençais à présenter, 10 minutes avant, je reçois un message. Hey, il te reste-tu des places pour l'événement? C'est ça. C'est demandé quand même. Et c'est quelle date? On ne l'a pas mentionné encore. Pas mentionné, c'est vrai. C'est effectivement, en fait, c'est dans 1 mois. C'est le 26 mars 2026 qu'on se retrouve, en fait, à HEC Montréal, comme je l'ai dit. C'est notre 7e édition, je le rappelle. On ne l'a pas tenue en novembre. D'habitude, on le tient toujours vers la stabilité, vers novembre. Cette année, on ne l'a pas pour des raisons métiers, professionnelles, la charge de travail, plein de choses différentes. Mais ce qui m'a fait le plaisir, et comme je le partageais il y a quelques temps sur les médias sociaux, c'est j'ai reçu des messages de gens qui m'ont écrit en me disant « Hey, j'ai pas vu l'événement, je l'ai oublié, c'est mon événement de l'année, ça me fait vraiment plaisir. » C'est ça, et je l'ai pas vu passer. Est-ce que vous l'avez pas fait? Je l'ai manqué, c'est mon erreur. Je fais non, on l'a décalé. C'est pour ça que j'ai eu le plaisir de l'annoncer quand même avant les fêtes, s'assurer qu'on le tenait quand même cette année. Ça nous fait plaisir de le tenir et qu'on continue à le tenir. C'est un événement qui me tient à cœur. Oui, ça rassemble la communauté, franchement. C'est une salle pleine. Combien vous aviez de personnes en 2024? C'est une salle de 286 places qu'on retrouve. Quand même, C'est ça qui est quasiment rempli à chaque année qu'on retrouve là-dedans. Il y avait Éric Brangier, entre autres. Il y avait des gros noms aussi en 2024. C'est super intéressant. On a eu des beaux invités. On a eu on essaie de chercher du monde ici. D'ailleurs, chaque fois, on a eu des gens de Google, on a eu des gens de ServiceNow qui sont venus. Comme je disais, de Paris jusqu'à Los Angeles. Il y a des conférenciers qui viennent de partout et ailleurs. Ça nous fait plaisir aussi d'avoir ça. Vous ne faites pas les choses à moitié, HEC. Vous êtes comme ça, là. On essaye. Et donc, 26 mars, combien sont les billets? Tu m'as parlé en pré-entrevue de tarifs Lefto. Donc, Lefto, les inscriptions ont commencé hier. Donc, ces Lefto vont se terminer quand? Ils sont combien par rapport à combien quand ce sera le prix complet?
Absolument. Ça, on a la chance cette année d'offrir des billets Lefto qui vont être disponibles jusqu'au 8 mars pour un prix complet à peu près $210. C'est 169, mais plus les tâches, plus les frais d'événement, tout ça. Enfin, c'est $210 jusqu'au 8 mars. Et après, du 9 mars au 26 mars, s'il reste des places, on arrive à $270 pour une journée complète, plus réseautage et cocktail en fin de journée. Bon, ça vaut la peine de ne pas se prendre en dernière minute puis d'y aller avec les Lefto. C'est exactement ça, et ça reste au final, quand tu regardes dans le milieu des conférences, des prix abordables. On sait que les conférences, aujourd'hui, ça coûte cher. Oui. Une journée, ça peut être 500, ça peut être 1000. Nous, on essaye toujours d'être dans des tarifs qui soient vraiment abordables pour tout le monde. Je me souviens bien, ça inclut un petit lunch le midi et les petits cocktails à la fin de la journée, je pense. Hein? Exactement, ça inclut tout. Je précise bien, pour moi, ça me paraît normal, mais oui, si on vous invite le matin, on vous nourrit le midi, et le soir, on offre le cocktail aussi avec ça. On le mentionne. Hein. De toute façon, la salle est pleine à chaque année, donc on peut s'attendre que le 26 mars, encore une fois, la salle va être complètement pleine. Mais c'est bon de dire tout ce qui s'y passe, puis comment on traite bien les invités au HEC. Et donc, on a parlé de qui ça s'adresse. Où doit-on s'inscrire? Ça va passer à travers le site de UHC, j'imagine? Oui, alors ça, on travaille dessus aussi, mais c'est sûr que uhc.hec.ca va être mis à jour dès que possible, mais le lien sera en ligne lorsque l'épisode va sortir, effectivement. Et sinon, bien entendu, sur Eventbrite ou sur ma page LinkedIn, si vous me suivez ou si vous suivez Jean-François Poulain, je suis sûr que vous trouvez le lien aussi pour acheter les billets rapidement. Définitivement, ça va être sur mon site. Et moi, j'y serai aussi dès le 26 mars. Je vais être avec vous. Je vais venir voir tout ça, voir toute la communauté qui sera présente aussi. Ça va être le fun, comme d'habitude. On a toujours du plaisir à cet événement-là. Merci, Jean-François. Ça nous fera plaisir de te retrouver encore à cet événement-là. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui, David, pour venir me raconter tout ça. C'était super intéressant. Puis on se revoit l'année prochaine ou peut-être avant. Merci, Jean-François. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à nos invités et merci aussi à mes collègues. Je pense à Jérôme Colombin, Stéphane Berthomin, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leurs précieuses contributions cette semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet ou sinon, je vous retrouve dès lundi si vous êtes au rendez-vous pour 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.